fais du sport, faire du haut niveau comme du tennis ou du sport physique, tu peux un peu détruire ton corps, mais c'est pas très grave. Avec les échecs, c'est le cerveau que tu détruis. En fait, les sacrifices sont trop importants si tu as un niveau qui peut pas être dans le top mondial. Les échecs, personne n'y comprend rien. Même moi, j'y comprends pas forcément grand-chose aux parties. Oh le malaise! Je comprends, mais sans comprendre, les mecs voient 10 fois plus vite que moi. Dans ta tête, c'est un perso Blitzstream et qui est différent de Kevin. Il y a des moments où je vais être très sérieux et il y a un moment donné, je vais me dire vas-y, laisse tomber le côté intellectuel, là, plus de filtre. Donc quand il y a plus de filtre, il y a plus de filtre. Je vais suivre Maxime jouer contre Magnus. Quand je suis sans filtre, je lui dis mais les défonce-lui le quoi. Enfin, il y a plus de filtre en fait, c'est fini. Il y a même plus d'échiquier, c'est juste défonce-le en fait. Et il le joue! Mais qui est cet homme? Mais qui est cet homme, les amis? Mais comment fait-il? Les échecs, si genre tu t'y mets à 12-13 ans, tu deviendras jamais champion du monde. Non, aujourd'hui c'est fini. Est-ce que tu mettrais ta petite fille qui a 3 ans aux échecs? Non. Kevin, bienvenue sur Métier de Rêve. Tu me disais tout à l'heure là que du coup t'es arrivé à Paris hier soir, t'as passé la nuit à l'hôtel, t'as pu bien dormir parce que t'es pas avec ta fille. Ah ouais, c'est ça, c'est bonjour à toi et merci de m'avoir invité Joka. Bah écoute, cette nuit j'ai pris le train hier, malgré la neige, le train est arrivé, Ouais. c'est une belle chose et j'ai dormi 10 heures, je suis dans une grande forme, je m'attends à un beau podcast. Belle émission. C'est faisable, tu vois, d'avoir une petite fille et d'être créateur de contenu. Toi, tu fais des streams, j'imagine parfois tu dois streamer assez tard. C'est pas des horaires qui sont évidentes déjà pour quelqu'un de normal. Quand en plus on est papa, ça se fait bien ou pas? Pour ceux qui savent pas, donc ta fille, elle a 3 ans, c'est ça aujourd'hui? Ouais, elle a 3 ans. Écoute, est-ce que ça se fait? J'ai été obligé d'un petit peu modifier ma création de contenu. Disons que j'essaye beaucoup plus maintenant d'optimiser mon temps sur Twitch. Donc moi, historiquement, ma chaîne, c'était une chaîne Twitch. Je préfère le live en fait à la vidéo. J'aime bien le live parce que on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc pour moi, c'est toujours excitant. C'est toujours ce côté d'adrénaline où il peut y avoir une folie. Mais donc avant, je streamais plutôt 5-6 heures par soir parce que j'adore. Et puis je suis un peu pris dans la boucle des échecs. Et c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai ma petite fille, je suis obligé d'un petit peu m'adapter et je vais aller, tu vois, plutôt essayer de chercher 3-4 heures de stream, mais en découpant le temps. C'est-à-dire que je vais me laisser 1 ou 2 heures de discussion ou en freestyle où je vais me dire, bon, je fais ce que je veux. S'il y a des bons extras récupérés, tant mieux. On pourra les mettre sur YouTube ou sur les réseaux, mais enfin voilà, ça arrive totalement spontanément. Et je vais essayer de faire 1 ou 2 heures de contenu où je vais savoir que ce contenu-là, il va être repris sur YouTube en fait. Enfin, il va être fait pour être découpé. Donc ça peut être des parties pédagogiques pour les gens qui suivent ma chaîne, ils le voient souvent, ou d'autres extraits. Je vais faire du tryhard en blitz et je vais me dire, allez, là, je vais vraiment faire une session qui va être super qualitative et je la récupérerai. Et donc, je vais vraiment beaucoup plus qu'avant découper mon contenu comme ça. Je vais essayer en fait d'optimiser mon temps. Et alors qu'avant, tu vois, je streamais, puis bon, on verra bien ce qui se passe. Et tant pis, maintenant, je vais quand même essayer d'avoir un plan. Donc ouais, c'est possible d'être créateur de contenu avec des enfants. Je trouve même que en soi, ça donne de l'épaisseur. Tu vois, on dit souvent quand tu suis quand même un créateur de contenu ou un influenceur, je préfère le terme créateur de contenu en ce qui me concerne personnellement. Mais c'est bien d'avoir un peu d'épaisseur parce que surtout quand tu fais du live, tu as besoin d'avoir des choses à dire aussi, d'avoir des expériences de vie. Et finalement, ça donne de l'épaisseur à la personne. Enfin, quoi qu'il en soit, plus d'expérience. Et puis, je sais pas, tu sais, t'as un truc quand t'es daron après, même quand t'as des gens qui t'écrivent dans le chat ou quoi, tu sais, t'es daron quoi. Toi, t'es qui? T'as 20 ans, tu m'écris, moi je suis daron, donc forcément, je te remets à ta place, tu vois, je sais pas, ça te donne une autorité, tu sais, naturelle, tu vois. Ouais, c'est clair, t'as de facto plus de responsabilités, plus de charge mentale dans ta vie, ça te donne Tu sais des trucs que les autres savent pas. Moi, j'ai un enfant, je sais ce que ça fait, toi, tu sais pas. Tu vois, je sais pas comment dire. J'en rajoute un peu, je caricature, mais bon, t'as compris l'essence. Et même, je dirais, en tant que personne, ça va te donner un peu de confiance en toi. Enfin, pas de confiance en toi, c'est pas ça, mais ouais, non, ça te donne quelque chose. Ouais, je sais pas, t'as l'impression d'être un être plus complet. T'es pas responsable que de toi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as vécu un truc quand même. Les gens qui ont des enfants le comprendront aussi. Tu vois, tu prends tout de suite, sans réflexe, sans faire exprès, tu prends tout de suite le truc. Regarde. Tu nous exclus, quoi. Ouais, regarde, moi, je suis daron. Okay. Non, mais tu as vécu un truc quand même qui est particulier parce que je trouve que la relation que tu as avec ton enfant, l'amour que tu as pour ton enfant, c'est un type d'amour que tu n'as pas connu avant dans ta vie. Donc, tu as l'impression que, je sais pas, que ta personne, elle s'est un peu plus accomplie, quoi. C'est un peu terminé. Ça ressemble à quoi, juste un peu? C'est quoi? C'est un amour inconditionnel? C'est quoi qu'il arrive, qu'elle te réveille à 4h du mat en hurlant et ça, tu l'aimes quoi qu'il? Ouais, tu l'aimes quoi qu'il arrive, ça déjà, ouais, certain. Et franchement, il y a, quand elle réussit à faire quelque chose ou qu'elle fait un truc,
t'as une manière d'être heureux qui est différent, qui est incroyable, quoi. T'es plus heureux même que pour toi, même que, enfin, je sais pas, t'as un truc c'est tellement difficile à expliquer. T'as un truc qui est vraiment, ça vient de l'intérieur, quoi. C'est un type de bonheur qui est vraiment assez incroyable. Écoute, j'espère vivre ça un jour. Alors, pour commencer au début, donc toi, tu grandis à Cannes, c'est ça, dans une famille de classe moyenne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, je sais pas, dans quel environnement tu grandis? Ouais, moi je grandis à Cannes, ouais, une famille, je dirais, ouais, classe moyenne. Mon père, il travaillait dans le bâtiment, origine italienne, tu vois. Donc, Donc dans le bâtiment. ouais, mais tu vois, je dirais origine italienne, comment dire ça on va voir d'où je veux en venir, mais ouais, mes grands-parents, mes parents, tu vois, c'est plus des travaux, on va dire, manuels, entre guillemets. Tu vois, c'est ça. Mais après, mon père, il a fait de la restauration, tu vois, c'est des travaux un petit peu difficiles, tu vois. Enfin, moi, ça me paraît dur. Mon père, après, quand j'étais gamin, il était dans le bâtiment, après dans la restauration. Mais des métiers qui, moi, m'ont paru vraiment, vraiment difficiles à faire parce que j'ai plus de mémoire en fait de la restauration du coup parce qu'avec l'âge j'étais un peu plus grand, mais tu vois, moi j'ai toujours vu mon père beaucoup bosser, ils m'ont toujours dit ouais, il faut beaucoup travailler. C'est pour ça que quand tu m'as parlé du streaming, tu vois, sur la première question, Ouais. tu vois, tu me dis créateur de contenu quand tu as des enfants, comment c'est facile à gérer. Tu vois, moi dans ma tête je compare plutôt à mon père et je me dis ouais, je suis assis, tu sais, tu poses ton cul sur une chaise, tu parles, c'est pas envoyer 200 ou 300 couverts en cuisine avec 45 degrés parce que tu as les fours, bon ça c'est dur, tu vois. Tu te sens méga privilégié d'être. Ouais. Bah, tu fais ce que t'aimes. Alors, ouais, il y a une charge mentale, évidemment. Tu vois, on va toujours te parler, et moi le premier, parce qu'on aime bien, tu vois, on va toujours te parler de charge mentale, que tu as une responsabilité, qu'avec les réseaux aujourd'hui, c'est difficile parce que tu dois contrôler ton image, tu dois un peu contrôler ce que tu dis. Il y a des bad buzz, il peut y avoir du harcèlement, il peut y avoir tout un tas de choses. Tu vois bien, dès que tu vas faire un tweet, tu vas même te poser la question, des fois, est-ce que tu vas poster, est-ce que tu vas pas poster ou quoi. Ok, c'est vrai. Mais c'est pas se taper derrière les fourneaux, machin, avec les clients qui te renvoient des plats, avec tout un tas de problèmes que tu peux avoir, de produits qui arrivent qui sont pas frais, de machin. Enfin, c'est une charge mentale qui est autrement plus difficile. Et puis surtout que, nous, on fait quand même des métiers passion. Je veux dire, c'est quand même très sympa. Franchement, on prenait la restauration comme exemple. Je pense qu'il y a des gens qui sont passionnés de restauration, mais bon, la plupart des gens, ils font ça parce qu'ils ont besoin de gagner Si de tu l'argent. devais résumer un peu, je sais pas, les valeurs que t'ont transmises tes parents, c'est ouais, la vie c'est dur, il faut. Pas vrai, ouais, dur. Je sais pas dans quel point, non, mais ils m'ont toujours dit, mon père et mon grand-père, tu vois, ils m'ont toujours dit, il faut travailler pour réussir. Et tu avais vraiment ce côté-là où on m'a toujours dit, faut travailler. Et puis le travail, ça a toujours été quelque chose de très valorisé, tu vois, d'un point de vue familial. Genre, On n'a pas parlé de ta mère. Ta mère, elle travaille aussi. Hein. ma mère, ouais, elle travaillait aussi. Ma mère, elle était juste dans la psycho D'accord. et dans les EHPAD aussi pour aider les personnes âgées. Métier aussi très difficile, par Ouais. ailleurs, hyper difficile. Ouais, donc tes deux parents ont des métiers très très durs. Ouais, ça te met dans certaines dispositions Ouais. quand tu commences, quoi. Alors, tu vas découvrir les échecs très jeunes via une Game Boy, c'est ça? Exactement, plein de jeux sur mon père qui avait une Game Boy, on avait plein de jeux dessus et puis j'ai appris un petit peu empiriquement, enfin j'essaie d'apprendre empiriquement à jouer aux échecs, j'avais un attrait naturel pour le jeu et donc j'avais envie d'apprendre à jouer à ce jeu et puis mon père à force de me voir essayer par déduction de comprendre comment se déplacer chaque pièce, à un moment donné il a pris un jeu d'échecs, il m'a dit ok je vais te montrer comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'ai appris. Mais oui, c'est marrant parce que j'avais vraiment, de tous les jeux, c'était celui que j'avais le plus envie de craquer. Tu vois, mais comment on gagne à ce truc-là? T'as quel âge à ce moment-là? J'avais 6 ans et demi. Ok. 6 ans et demi, ouais. Les amis, je vous interromps pendant ce podcast, qui est d'ailleurs un de mes épisodes préférés, pour vous parler d'un partenaire que vous avez déjà vu sur The Unicorn, l'émission où on jugeait de projets entrepreneuriaux en live, Conto. Aujourd'hui, il débarque sur notre podcast pour nous rappeler qu'un métier de rêve, c'est pas forcément dans le salariat. Parfois, comme ça a été le cas pour Blitzstream ou pour moi, pour s'épanouir, il faut créer sa propre société. Pour ça, Conto a créé son offre gratuite de création d'entreprise pour accompagner les entrepreneurs
dès le premier jour. Comme vous le savez, ou allez sans doute bientôt le découvrir, il y a beaucoup d'étapes quand tu décides de créer ton entreprise. Choisir sa forme légale, rédiger ses statuts, déposer son capital, publier l'annonce légale. Avec Conto, vous êtes accompagné de A à Z. Toutes les démarches sont gérées jusqu'à l'immatriculation complète de votre société. C'est simple, rapide et en plus les frais de création sont offerts. Si vous avez des questions, vous pouvez bénéficier de 30 minutes avec leurs experts pour cadrer votre projet de société. Résultat, vous gagnez du temps et vous pouvez investir votre énergie là où ça compte vraiment, c'est-à-dire faire du business et faire grandir votre projet. Bref, Conto, c'est le partenaire des créateurs d'entreprises. Aujourd'hui, une entreprise sur 4 se crée avec Conto France. Conto accompagne déjà plus de 600 000 entrepreneurs en France. Et pour vous prouver que je crois vraiment dans ce que je dis, moi, les 4 entreprises que j'ai, donc Jocarise, Paris Creator Week, la boîte que je vais bientôt annoncer et la holding au-dessus de ces 3 boîtes, ces 4 boîtes, elles sont sur Conto. Et à l'occasion de cette collaboration, pour toute nouvelle création d'entreprise, vous pouvez recevoir 50 € sur votre compte Conto avec le code Jocarise50. Toutes les infos et conditions sont disponibles en description. Et donc ça devient très vite du coup un truc qui te passionne, tu vas commencer assez vite à faire des compétitions. Exactement, très rapidement, je passe les détails, mais je me retrouve au club d'échecs. Très rapidement, quand tu es au club d'échecs, tu es un peu plus fort que les autres qui ont ton âge. Donc très rapidement, tu vas faire les championnats de France et puis d'enchaînement. Tu vois, je pense que les premiers championnats de France que j'ai fait, c'était moins de 8 ans. Ah ouais. Et j'ai dû finir, c'est que les gamins de moins de 8 ans. Et je pense que, je me rappelle, même pas que je pense, c'est que je finis premier ex-aequo. Et malheureusement, il y avait un départage à 4 où j'ai fini 3e. En plus, tu vois, ça m'a marqué, je me rappelle encore aujourd'hui. Tiens, c'est une anecdote que je n'ai jamais racontée. En fait, je finis donc premier ex-aequo de championnat de France avec le moins bon départage des 4. Mais ce qui se passe, c'est que comme c'est pour la première place, on va jouer un départage, tu vois, on va refaire un départage sur échiquier. Au lieu d'utiliser le départage du tournoi, qui est une formule mathématique, on va dire on repart de 0, on va jouer ce truc-là. Et donc, on est à 4. Moi, je pense que je gagne la première partie. Je dois perdre la deuxième, mais très bêtement. Je ne vais pas parler des détails, mais je me rappelle encore de la partie, c'est grave. C'est une française où j'ai mis un fou en E2, bon, peu importe. C'est mal passé. Et la troisième, je ne sais plus ce que je vais faire, bon, peu importe. Et je finis 3e de ce départage. J'étais vraiment dégoûté, tu vois, déjà, parce que, en plus, j'avais gagné la première, c'était en 3 parties, machin et tout, bon, peu importe. Et là, tu as la remise des prix. Et la remise des prix, mais c'est fou, quoi. C'était il y a 30 ans quand même. En fait, ils appellent le 4e, et tu vois, moi, je suis assis tranquille, et en fait, ils m'appellent moi. Donc, tu vois, en plus, quand t'es gamin, 7 ans, 8 ans, tu finis pas 4e, 3e, tu vois, quand même une vraie symbolique du podium. Et en fait, ils ont utilisé une règle, et je comprends toujours pas aujourd'hui comment ils ont utilisé cette règle-là. C'est qu'à la fin du départage, en fait, ils ont dit, ouais, mais le départage, ça déterminait que le premier. Donc, celui qui a gagné le départage de base mathématique du tournoi, on l'oublie. Donc, lui, il finit premier. Et pour les 2e, 3e, 4e, ce que vous avez joué, ça compte pas. On va reprendre le départage qu'il y avait de base dans le tournoi. D'accord. Donc, je me suis fait carotte, entre guillemets, parce que qu'est-ce que c'est que... Enfin, tu vois, à 8 ans... Enfin, là, maintenant, aujourd'hui, je m'en ficherais. Mais tu vois, à 8 ans, quand même, on t'explique cette règle-là. Tu dis, ouais, le départage, j'ai quand même fini 3e. Non, oublie. Ce départage-là, t'oublies. On reprend celui de base. Et donc, tu as fini 4e. Voilà. Ok. Petite anecdote. Mais tu vois, c'est des trucs... franchement... Tu vois, vraiment, dit comme ça, adulte, tu te dis c'est rien. Franchement, dit enfant, en vrai, tu te dis la vie, elle est un peu injuste quand même, là, sur un truc comme ça. Ouais, déjà adulte, je te confirme, il y a des gens qui lose it pour moins que ça, tu vois, dans des compétitions et tout ça. Être confronté à la compétition aussi jeune, ça doit pas être évident. Ouais, puis t'es confronté à ça et t'es confronté quand même à tout ce qui est, tu vois, les côtés arbitrage, les côtés organisationnels, parce que la vie, c'est pas toujours bien fait, la vie, c'est pas toujours juste en vérité, et t'es vraiment confronté à ce genre de truc. Alors là, je t'ai raconté une anecdote qui m'a vraiment marqué pour le coup, mais t'es confronté en fait très vite quand tu fais de la compétition à haut niveau, quel que ce soit les échecs, le tennis, le judo ou le foot ou quoi que ce soit, t'es quand même confronté à des trucs un peu en fait de vraie société à des âges quand même très petits. Alors après t'as tes parents qui t'expliquent que c'est pas grave, qu'on s'en fiche, que machin, mais quand même tu vois, c'est bien, ça te forge un caractère en vrai. Enfin, tu vois, avec le recul, là ça fait longtemps que j'ai pas parlé de ce truc là, mais avec le recul je me dis ok, c'est dur, mais d'un autre côté c'est bien, quoi. Enfin, la vie elle est comme ça en vérité. Dans ta vie tu auras plein de cas comme ça où la règle elle est pas forcément logique ou juste, et puis tu l'as subi, mais c'est ok, tu vois, enfin faut passer à autre chose. Ça t'a forcé à mûrir plus vite que les autres, quoi, tu trouves? Ouais, je trouve que faire de la compétition en général quand t'es jeune, je trouve que ça te donne de la maturité, et puis ça t'apprend que
on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, qu'on n'a pas toujours finalement ce qu'on mérite et que tu vois, on en revenait au travail, ok, il faudra travailler plus pour revenir plus fort parce que comme ça, la prochaine fois, je ne serai pas premier ex aequo, je serai premier seul et puis comme ça, tu vois, il y aura plus de problème. Tu vois, ça t'apprend un peu ça de te dire, d'accord, tu vois, faut pas se lamenter sur son sort, faut passer à autre chose et puis revenir plus fort pour pouvoir faire plus de diff. Donc tu parles de tes échecs et de la compréhension de l'injustice, mais tu as eu aussi beaucoup de succès très jeune. Ça te fait quoi d'avoir autant de succès ? Est-ce que le club, tu vois, il te dit t'es quelqu'un d'exceptionnel, quoi ? Ouais, et justement, tu vois, c'est un de mes grands trucs dans les échecs, mais pas que. C'est qu'on dit que tu es très fort, on dit que tu es exceptionnel, ouais, et que tu es promis à une carrière ou quoi que ce soit. Et en fait, on va te mentir, la vérité. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi je dis ça. En fait, tu vois, moi, j'avais le talent, tu vois, assez clairement. Dans les échecs, c'est un jeu où on a la chance de pouvoir très vite voir quel talent tu as. Juste pour que tu imagines, aujourd'hui, il y a un jeune de 15 ans qui est déjà top 60 mondial. En fait, comme les échecs, il n'y a pas de côté physique et que c'est que mental, alors d'accord, c'est long, il faut beaucoup apprendre. Mais en fait, aujourd'hui, tu as des gamins réellement de 11 ans qui me battent, tu vois. En fait, très vite, tu vois ceux qui vont se détacher. Et en fait, moi... C'est génétique, quoi. Il n'y a pas tellement de tryhard, enfin, moins, quoi. Il y a les deux, mais il y a un côté génétique. Tu peux rien faire, en fait. Tu ne peux rien faire. Ils pensent juste plus vite que toi et moi réunis. C'est un truc de malade, en fait. Moi, je suis très ami avec MVL, c'est le joueur français qui est devenu 2e mondial. On avait 3 ans d'écart. Il était déjà plus fort en calcul que moi. Quand j'avais 14 ans, lui, il en avait 11. Et il était déjà meilleur que moi sur mon point fort, qui est le truc le plus important. Et en fait, c'est pas rattrapable. Et vous faites des tests de QI pour quantifier tout ça, genre en mode lui c'est un 180, moi je suis un 160. Non, ok. Juste tu le vois, quoi. Ouais, Empiriquement, tu le vois, puis après quand tu vas voir à l'analyse après la partie et que tu dis qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que j'ai vu, tu vois que le gap, il est important. Donc en fait, moi, tu vois, j'avais entre guillemets le talent pour être, tu vois, on va dire, allez, je vais prendre une fourchette large pour être un peu caricatural, mais entre 2500 et 2600 Elo, tu vois, on va dire. Mon talent, tu vois, maximum, c'est ça. Pour que les gens qui connaissent pas les échecs se rendent compte, dans la gaussienne, c'est où après? C'est top 1%, top 0,1%, c'est quoi? C'est top 150-200 mondial. Ok, sur combien de joueurs? Ouais, tu sais combien de joueurs à peu près dans le monde? Ouais, bon, ok, top 100, okay. Top 150 mondial, mais je crois qu'officiellement, actuellement, il y a 600 millions de personnes qui jouent. D'accord. 600 millions, 1 milliard. Mais bon, top 150 mondial, peu importe, tu en prendras au foot, tu pousses le ballon. Tout le monde pousse le ballon, tu serais dans le top 150 mondial. Et ça, tu vois, c'est, on va dire, top 150, c'est vraiment le max de mon accomplissement. Tu vois, on va dire, mon accomplissement, ça va être entre top 150 monde et top 1000, tu vois, si je fais du tryhard de fou. Et en fait, ce qui se trouve que 150e mondial, c'est pas pro. Tu gagnes pas ta vie. Non. T'es top 150 sur 600 millions de joueurs et tu gagnes pas ta vie. Non. Les échecs, pour gagner sa vie, ça va commencer vraiment à 150, tu vois. Et après, pour vraiment commencer à gagner correctement sa vie, on va dire que c'est top 100. Une nouvelle fois, ça va dépendre de beaucoup de cas, donc c'est encore de la caricature, mais en gros. Et là où tu vas vraiment pouvoir ramasser, entre guillemets, de l'argent, ça va être top 50, ça va être mieux, surtout à partir de top 20 mondial, où là, tu vas vraiment commencer à bien gagner. Mais avant, ça va pas être fou, en fait. Et donc, tu vois, c'est fou parce que tu vois, si tu compares à un sport, je sais pas, traditionnel, je sais pas, au foot, par exemple, tu es dans le top 150, alors tu as peut-être un peu plus que 600 millions, tu as peut-être quelques milliards de joueurs et encore pas tellement plus, tu vas avoir un peu plus d'1 milliard de joueurs, tu as des pays où on joue pas du tout au foot, tu es dans le top 150 mondial, tu joues la Champions League, tout ça, enfin, tu es méga bien payé, quoi. Ouais, mais tu as deux choses, tu as que le sport est beaucoup plus populaire, bon ça c'est l'évidence, mais les sports collectifs sont toujours mieux rémunérés pour les gens qui sont pas dans le top 10. Tu prends même, tu vois, un sport que je connais bien, parce qu'à Cannes, on a des bonnes équipes, le volleyball. Tu vois, c'est pas un sport hyper populaire. Bon, en tout cas, en France, il y a d'autres pays où c'est plus regardé. Mais tu vas avoir plus d'argent pour les gens en dessous parce que quand tu fais une équipe, tu as besoin de 10-15 gars dans ta team. Et forcément, les clubs, ils sont obligés de payer. Donc, vu le nombre d'équipes, vu le nombre de villes. Et tu as aussi ce côté-là qui est fort dans les sports collectifs. C'est que, tu vois, tu prends on va reprendre Cannes comme ville de province. Tu vas avoir du volley, le stade, il va être plein parce qu'on n'a que le volley. Puis tu as sûrement plein d'autres villes où tu vas voir qu'un petit sport. Et même si le sport est niche, les gens, ils ont envie d'aller supporter leur ville parce que c'est un peu marrant. Alors que dans les sports individuels, ça, c'est beaucoup plus dur. Tu prends sport, tu prends les échecs. Moi, je fais souvent des streams. Les audiences, elles vont être nettement meilleures si tu as MVL, le numéro 2 français, ou Ali Reza Firouja.
qui performent parce qu'en fait, tu as 2 Français qui vont monopoliser toute l'audience parce que c'est eux qui peuvent être champions du monde. Donc les gens, ils vont s'identifier. Mais tu vois, tu vas pas faire des audiences sur un gars qui va être 500e mondial parce qu'il vient de Cannes, tu vois. Tu vas pas avoir les gens de Cannes qui vont se déplacer. Ah ouais, c'est notre gars à nous. En fait, on s'en fiche. Ouais. Donc, je reviens à ce que tu disais, du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, du coup, mais tu disais, assez jeune, on aurait pu voir que ton Elo, ça allait être 2600 et que tu pouvais pas faire mieux que le top 150. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que mon accomplissement maximum, hein, je veux pas que les gens, tu vois, ils se disent, ah ouais, Kev, il est en train de dire qu'il peut être 2600. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est genre, dans le scénario de rêve où tout se passe parfaitement pour moi, je vais arriver à 2006. Tu vois, ce qui est déjà exceptionnel, hein, c'est un niveau de fou et j'aurais rêvé avoir, tu vois, là je rêverais d'avoir ce niveau-là, c'est un niveau, moi quand je joue des gens qui ont ce niveau-là, je me dis, c'est impossible, tu vois. Okay. Et donc on va dire que 6 mois, peut-être l'accomplissement maximum de mon niveau, c'est ça, et c'est quand même pas assez. Et c'est quand même fou parce que tu te dis, quand même le niveau, tu vois, sa potentialité, c'est d'être top 150 monde, tu te dis, le gars est monstrueux, alors qu'en fait, déjà, la vérité, c'est qu'à 14-15 ans, on doit te dire, tu sais, en fait, là, ben, ça suffit pas. Tu vois, c'est un peu dommage. Et ça, j'ai eu la chance quand je suis allé en Russie, en fait, c'était une connaissance avant, c'est devenu sûrement mon meilleur ami, un joueur qui s'appelle Vlad Kachev, du coup, qui lui a été top 20 mondial, et qui me l'a dit, en fait. Qui m'a dit, en fait, tu joues très bien aux échecs. Hein. Tu vois, on faisait même des matchs d'entraînement, je faisais son sparring partner pour certaines compétitions. Donc, on y venait faire des blitz, tu vois, des parties chez moi pour s'échauffer, etc. Et il m'a dit, en fait, tu es très, très fort. Mais il m'a dit, le problème, c'est que t'es juste un tel, quoi. Enfin, tu vois, il y a cette expression qui était traduite du russe, t'es juste un tel. T'es un énième gars qui sert juste à montrer que les autres sont plus forts, en fait. Il me dit, c'est juste cool, tu vois, on fait les sparring, c'est bien, tu m'entraînes bien. Si tu vas jouer contre des gens qui sont forts, tu vois, il m'arrivait même de taper des parties à l'époque, quand j'allais au club, contre des mecs qui ont été dans le top 10 mondial et tout, et on s'est bien amusé. Et il m'a dit, en fait, c'est ça, en fait, tu vois, c'est bien pour taper la balle, tu vois. Et c'était ça l'intérêt du club, à te faire croire que tu étais exceptionnel, c'est pour faire de toi un sparring partner pour des mecs qui sont... Alors le club, c'est juste qu'ils sont très heureux que tu réussisses bien, parce que c'est quand même bien pour eux, pour l'image. En fait, tu sais, t'as genre tout un... On va pas dire un business, mais tu as tout un truc, tu vois. Le club, lui, il est content par rapport à la mairie parce qu'il va montrer qu'il a des résultats et que c'est quand même fou, tu vois, d'avoir un joueur qui peut être top 10 français ou top 20 français, que tu vas jouer en compétition avec eux, que du coup, ils ont aussi des subventions, ils ont des entraîneurs. En fait, tu as tout un genre de business du sport. Et en fait, là, quand je vais arriver en Russie un peu plus tard, c'est à ce moment-là en fait, que je vais arrêter les échecs. Pas que pour cette raison-là, mais notamment parce qu'en fait, là, on va vraiment m'expliquer de la chance de voir les gens que ouais, t'es fort, mais en fait, ça suffit pas. Et ça, c'est un discours que tu vas beaucoup plus avoir en Russie, pour le coup, qu'un discours de réalité, tu vois. En fait, ça, c'est la réalité. Donc, tu peux, à ce moment-là, déjà... tu peux par contre directement te bifurquer, tu vois, en mode tu peux être coach par exemple. En fait, il y a d'autres métiers dans les échecs, tu vois, t'es pas obligé d'être joueur d'échecs, mais juste faut que tu saches que si tu continues les échecs, tu peux travailler dedans, tu peux être un excellent coach, hein, par exemple, entraîneur, je dis entraîneur-coach parce qu'il peut y avoir des petites différences, tu peux même faire de l'initiation, parce que tu sais, moi je l'ai eu fait dans les écoles un peu plus tard, de l'initiation aux gamins, moi j'adorais, tu vois, c'était un kiff, j'ai passé des super moments, mais tu vas avoir tout un panel de métiers qui vont être accessibles parce que tu as largement le niveau pour les faire, mais genre joueur professionnel, tu pourras pas le faire. Mais ça, c'est un truc que tu vois, on va pas vraiment t'expliquer. En vérité, moi, quand j'étais gamin en France, on m'a pas expliqué ça, que je pouvais pas être joueur professionnel. Quand tu étais gamin, tu devais venir dans le top 100 monde. Ouais, j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Après, c'était juste pas possible en fait. Quand on te dit comme ça et qu'on te pose une limite et qu'on te dit tu seras jamais joueur professionnel, tu mets combien de temps à l'accepter et qu'est-ce que ça te fait Et t'as quel âge à ce moment-là? Écoute, à ce moment-là, je pense que je dois avoir 17 ans, 17-18 ans. C'est le moment où tu arrives en Russie, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu mets du temps à l'accepter Ouais, en fait, moi, je me suis mis à jouer au poker après, tu vois. J'ai tout de suite changé de truc. Non, mais je pense que, tu vois, je le savais intérieurement que c'était pas possible parce que tu le sens quand même, tu vois les autres. Mais au moment où on te le dit, en fait, tu vois, peut-être c'était le moment où je devais l'entendre mais tu vois, le fait que ce soit dit de manière un peu abrupte,
Non, en fait, je pense que c'était, tu vois, je le savais déjà et au contraire, ça m'a peut-être même plutôt rassuré parce que je suis parti sur autre chose. En fait, ça m'a peut-être plutôt libéré d'un truc, en fait. C'est cool le gars qui te le dit quand même. T'as beaucoup de gens qui ont jamais les couilles de te dire un truc comme ça. Un mec qui ose te le dire, tu le respectes, non, quand même, non? Ou... Ah, c'est vraiment actuellement, c'est un de mes meilleurs amis, Ouais, mon c'est meilleur ça. ami. Enfin, c'est quelqu'un avec qui on s'entend très, 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 très bien, ouais. Ouais. Mais mais bon, tu vois, c'est très russe aussi dans la manière de dire les choses. Tu vois, les Russes, c'est quand même, tu vois, la réalité, c'est quelque chose qui qui existe, quoi. Ouais. Les Russes, ils disent les choses, quoi. Ouais. Ouais. Ils aiment dire les choses. Ils- Pourquoi tu pars en Russie? Juste, on n'a pas parlé à 17 ans. C'est des choses dont tu peux parler ou... Ouais, non, je peux en parler. En fait, j'ai fait une dépression qui n'est pas liée aux échecs du tout. Donc, j'allais pas très, très bien. Et du coup, j'ai mis un peu mes études en pause parce que j'avais besoin de me reconstruire. Et j'avais l'opportunité de partir là-bas. Et je suis parti là-bas 2 semaines pour jouer un tournoi d'échecs, d'ailleurs, pour le coup. Et en fait, je pense que je me suis instantanément senti beaucoup mieux. Vraiment, c'était pour moi quelque chose de... Les gens sont différents et je me suis tout de suite très, très, très bien senti dans cette atmosphère-là. J'avais aussi besoin, tu vois, de vivre quelque chose de nouveau, de repartir de zéro. Et mine de rien, quand tu as cet âge-là, il y a un truc qui est vraiment génial quand tu pars vivre loin comme ça, quand tu pars loin, c'est que personne ne te connaît. Et surtout quand tu es dans un passage difficile, en fait, c'est que personne n'a d'a priori sur toi, personne ne te connaît, personne ne t'a jamais vu. Et les gens, surtout dans un pays comme la Russie où tu as peu de Français et tu as peu d'Occidentaux, on va dire, qui vont y vivre, tu es dans un pays où en plus les gens ont envie de te connaître. Donc c'est qu'en plus, personne n'a d'a priori sur toi et tous les gens ont quand même envie de te parler parce que, ah ouais, tu as 18 ans, tu viens de France, mais je sais pas, viens, on va boire un coup, tu vois. Enfin, les gens ont tout de suite une envie, c'est d'aller boire une bière avec toi, en fait, parce qu'ils se disent, mais attends, c'est qui ce gars, etc. Et donc, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu d'entrée. Et donc, après, de fil en aiguille, j'ai réussi à y rester. Et puis, j'ai commencé à jouer au poker, etc. À gagner ma vie comme ça. Et j'y suis resté 10 ans. Mais cette mentalité des gens, tu vois, de dire les termes, d'être là pour dire la vérité tout le temps, un peu sans filtre en finale, moi, c'est quelque chose qui me convient très bien. Et globalement, je me suis senti vraiment très, très bien là-bas pendant 10 ans d'un point de vue relationnel avec les gens. Donc tu devais y aller pour un tournoi et rester 2 semaines et t'es resté 10 ans au final. Exactement. Ok. Exactement. Après, j'ai dû peut-être repartir après 2-3 ans. Je me suis dit, bon, il est peut-être temps de revenir parce que j'allais déjà beaucoup mieux et puis j'avais d'autres projets. Puis j'ai rencontré ma femme et donc voilà, ça a prolongé de 7-8 ans. Mais en vérité, je ne serais jamais rentré de Russie, ou en tout cas, j'y serais resté. La raison pour laquelle je suis rentré, c'est au moment de l'annexion de la Crimée. Ok. En fait, quand ça s'est passé, je me rappelle très bien avoir eu la discussion avec ma compagne. Je lui ai dit, là, ça commence à prendre une tournure qui va pas trop et il faut qu'on rentre en Europe pour qu'on puisse faire quelque chose de notre vie parce que ça va être compliqué là, ça commence à être compliqué. Et moi, je commençais même en ayant juste j'ai un accent français, tu vois, quand je parle, il m'arrivait vraiment de commencer à avoir des remarques racistes de la part des gens et tout, alors que 6 mois avant que ça arrive, tu vois, ou 3 mois avant que ça arrive, les gens, t'étais français, quand t'avais un accent français, ils se marraient. Des fois, quand tu parles, moi, j'aimais bien parler argot en plus. Du coup, des fois, les gens, ils prenaient des fous rires parce que, tu vois, ils s'attendent pas quand j'avais un accent français assez prononcé. Mais comme j'écoutais beaucoup de rap russe, etc., tu vois, j'utilisais beaucoup de mots d'argot. Ouais. Donc, ça faisait un décalage très marrant, surtout qu'en Russie, comme je disais, comme t'as pas beaucoup de français, etc., c'est très rare. Donc, voilà, t'avais tout ce côté-là. Et c'est passé de ça, tu vois, à tout d'un coup, tu vas payer pour ton téléphone. Et les mecs vont te faire une remarque, t'as un accent français, qu'est-ce que tu fous encore ici, tu vois, dans les quartiers, tu vois, quand t'es sorti du centre ou quoi, tu pouvais avoir un peu ce... Donc, tu vois, entre la situation politique qui commençait à un peu dégénérer et en plus, tu sentais que, vu la télé, vu la propagande, etc., l'image que les gens avaient des autres changeait quand même assez drastiquement. Là, je me suis dit... voilà, j'ai eu la discussion avec ma femme. Je lui ai dit, en fait, moi, je pense personnellement que ça va juste empirer petit à petit. Donc, autant repartir de zéro. Maintenant, on avait 27, 28 ans. Je disais, on a 40 ans en France et puis on verra bien ce qui se passe. Et là, en fait, je suis allé en Suisse. J'ai fait un passage par la Suisse à ce moment-là. J'avais une opportunité pour donner des cours
dans des écoles. Et c'est là que j'ai lancé ma chaîne en français, c'est à ce moment-là, en fait. Rapidement, juste en un mot, enfin, on n'est pas obligé d'y répondre, mais sur ta dépression, si ça peut aider des gens, c'était quoi le plus dur et surtout à ce moment-là pour toi? Et surtout, qu'est-ce qui t'a permis d'en sortir? Est-ce que c'est le fait de changer complètement d'environnement, de changer complètement de perspective ou est-ce que tu as juste un tips à donner, tu vois, s'il y a des gens qui traversent une période un peu difficile? Ouais, alors pour la dépression, déjà, ce qui est très difficile pour tous les gens qui sont actuellement, qui peuvent regarder ce truc-là et qui sont en dépression, c'est que je pense que les gens qui vivent ça ont souvent un point commun, c'est que le monde, les autres ne te comprennent pas. En fait, les autres pensent que tu es en dépression, que tu vas mal, que tu es triste, tu vois, que tu aimes bien être un peu dans le noir ou quoi, et ils vont dire ouais, mais pourquoi on n'ouvrirait pas les volets là, tu vas mettre un peu de lumière, pourquoi on sortirait pas boire un truc? En fait, les gens ont du mal à comprendre, les gens extérieurs ont du mal à comprendre que ton mal-être, il est très profond et que tu peux pas. Tu vas rajouter de la lumière, tu vas aller boire un verre ou quoi, toi tu vas rester, ça va rien changer en fait. C'est bien de le faire quand même, en vérité, mais c'est très frustrant pour les gens qui sont en dépression que les autres ne le comprennent pas, qu'en fait c'est beaucoup plus profond et que c'est pas un truc genre « Ah, je suis un peu renfermé sur moi-même, j'ai envie de rester chez moi » et que ça va passer comme ça. Non, c'est une vraie maladie. C'est quelque chose où ton cerveau, il fonctionne plus. Enfin, moi, je le dis avec mes mots, j'espère pas choquer des gens, mais tu as l'impression que ton cerveau, il fonctionne plus comme il devrait fonctionner. En fait, il y a un truc qui est cassé en fait en toi. Et ça c'est quelque chose d'assez profond. Donc déjà, c'est normal si vous êtes dans cette situation-là, que les autres ne vous comprennent pas. Mais bon, les gens qui ont fait des dépressions comme vous, ils vous comprennent. Donc ouais, tu as un peu ce truc-là. Donc déjà, de savoir que tu n'es pas seul, en fait, qu'il y a plein de gens qui comprennent ce que c'est, même si tes proches ont un peu de mal, ils ne le font pas exprès. C'est juste que c'est un état qui est très... étonnant si tu l'as pas vécu, en fait, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et d'essayer vraiment, si je peux donner un conseil, en tout cas moi c'est ce que je fais quand je commence à avoir des petits épisodes dépressifs avant que ça commence vraiment, c'est de se faire plaisir. Genre d'essayer de se faire plaisir avec des trucs hyper simples. Moi j'aime bien bouffer, tu vois. Dès que Ça se voit pas. Ça se voit pas. Je ne prends jamais de poids, mais j'adore bouffer. Et donc dès que ça commence, dès que je commence à me sentir un peu moins bien ou quoi, je vais baisser de direction instantanée, aller m'acheter des trucs qui me font plaisir. Mais il n'y a pas de limite, tu vois, si j'ai envie de bouffer. Enfin, je veux dire, je vais au supermarché, si j'ai envie de bouffer des œufs de saumon, tu vois, je m'achète des œufs de saumon. Je ne vais pas me dire non, c'est un peu cher ou quoi que ce soit. Et j'ai toujours fait comme ça parce que je sais que c'est un truc qui me sauve de cette chose-là. Et donc, ouais, si je peux avoir un conseil déjà, c'est ça, c'est d'essayer de retrouver du plaisir petit à petit. De ne pas hésiter, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais à consulter un médecin. Moi, j'avais consulté en premier mon médecin traitant, mais d'aller chez son médecin traitant en premier et donc de faire appel à la médecine. Essayer de se faire kiffer sur des choses simples. Et ouais, moi, pour le coup, sortir de son environnement, si tu as l'occasion et l'opportunité de le faire, je sais que ce n'est pas pour tout le monde, là, c'est l'idéal. Après, je vais te dire, je pense que c'est plus facile de sortir d'une dépression quand tu as 16-17 ans. Et que tu as plein de possibilités, surtout si tes proches t'aident quand même réellement. Là, moi, c'était le cas. C'est beaucoup plus facile d'en sortir. Je pense que c'est beaucoup plus difficile quand tu as fait une dépression, que tu as 30, 35, 40 ans. Comme on le disait, tu peux avoir des enfants, plein de responsabilités. Si en plus, tu as quelque chose comme ça qui vient de se mettre dessus, ça doit vraiment pas être simple de sortir de ça parce que comme tu as des responsabilités, la vie, elle te force à suivre ta routine. Tu peux pas t'en sortir. Et là, j'imagine dans ces cas-là, c'est dur, quoi. Donc à ce moment-là, toi, justement, tu vas tout changer. Non seulement tu changes de pays, tu pars en Russie, mais tu arrêtes aussi les échecs, tu comprends qu'il y a une limite et tu te mets au poker. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton aventure dans le poker? D'autant plus que je crois que tu arrives à pas mal gagner ta vie avec ça, non? Tu gagnes 5 000 euros par mois, c'est ça? Ouais, j'ai eu gagné 4-5 000 euros par mois ouais, dans mes bonnes années. Ouais, je me suis mis au poker. Un peu par hasard, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie du coup. Je pensais que je voulais donner des cours d'échecs. Donc pour le coup, je voulais rester dans les échecs, c'est ce dont on parlait. Et donc non, je me dis, écoute, je vais essayer de jouer au poker aussi. J'avais 50 balles, tu vois, sur un site. Et j'ai commencé à gagner, etc., à apprendre la théorie et à assez bien jouer. Mais ça, le poker, tu vois, je me suis rendu compte de deux choses. Ça a dû durer 4-5 ans. Je pense à peu près, mais je me suis rendu compte de deux choses. Déjà, je me suis rendu compte de un, que ça me plaisait pas vraiment. Je voulais pas faire ça toute ma vie. Pas que ça me plaisait pas vraiment, mais tu vois, ça m'a plu 3, 4, 5 ans, mais que je voulais pas faire ça pendant 40 ans parce que
pas d'accomplissement personnel dans le sens tu fais un truc chez toi, t'apportes rien au monde, tu vois, t'as un peu ce côté-là quand même. Tu vois, c'est vraiment quand même, tu joues à des tables de poker, ça sert à rien en fait. Bon, après, voilà, chacun son jugement, chacun son parcours, mais Mais plus moi, que ça sur les manquait. échecs, tu trouves? Ouais, parce que les échecs, tu produis quand même quelque chose de beau. Les échecs, tu vois, pour moi, c'est un art, il y a du beau. Tu vois, pour moi, les échecs, je suis pas très sensible à la peinture, par exemple. Je suis très sensible, mais je suis très sensible à la beauté chiquienne. Donc, quand tu fais des belles parties, pour moi, c'est un peu comme un artiste quand même, tu as ce côté-là. Le poker, tu es quand même sur ta table, fermée. Il se passe pas grand-chose en fait. Bon, en tout cas, moi, je le vivais comme ça. Donc ça, et de deux, j'ai aussi vite compris, mais sûrement parce que ça venait des échecs, qu'en fait, le niveau, tu vois, il augmentait petit à petit. Enfin, même, ça augmentait vite. Et nous, dans les échecs, on avait déjà le côté qu'on peut beaucoup trouver beaucoup plus aujourd'hui, que l'ordinateur, tu vois, nous, il nous bat depuis 1990, en gros. Le match Kasparov-Deep Blue, j'ai plus l'année, mais c'est 97 ou quelque chose comme ça. Donc moi, les évolutions informatiques qui ont fait que l'homme est devenu moins fort que l'ordinateur, je les ai vus pour les échecs. Et donc, je me suis vite dit, quand le niveau augmentait, que tu commençais à avoir déjà des ordis qui commençaient à jouer sur Internet à la place des mecs, tu sais, qui avaient les ranges de main, les trucs qui cliquaient tout seul et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, j'ai vécu ça une fois dans les échecs. L'informatique, ça va faire que avancer. Donc, un jour ou l'autre, de toute façon, le poker, en tout cas sur Internet, ce sera fini. Et aller faire le tour des casinos, c'était pas trop mon truc non plus. Donc, je me suis dit, bon, en fait, il y a une fin à ça. Et tu vois, c'est un truc des échecs. Et dans ma manière des échecs, de jouer aux échecs, ça se ressent aussi. Moi, je déteste avoir un problème à long terme. En fait, je déteste pouvoir m'en sortir à court terme, mais avoir un problème de fond, tu vois, qui fait que tu as un truc latent qui fait qu'à un moment donné, ce sera plus possible. Et je déteste ça dans mes positions. Quand j'ai une position aux échecs où j'ai une faiblesse à long terme, ça me rend fou. Je déteste jouer comme ça. Et je déteste dans ma vie avoir un problème latent. Donc, quand j'ai un problème latent, j'aime bien m'en débarrasser le plus vite possible, quitte à... Je préfère repartir de zéro et me débarrasser du problème latent que de faire un peu du coup par coup, tu vois. De savoir que tu as une épée de Damoclès qui va te tomber dessus à un moment, quoi. Exactement, Ouais. ça, je ne supporte pas. Alors, du coup, c'est à ce moment-là que la solution que tu trouves, c'est lancer ta chaîne YouTube, c'est ça? Alors non, pas tout à fait. Là, je vais me retrouver à ce moment-là à travailler pour un richissime russe et m'occuper de son club d'échecs. Donc là, je vais avoir tout un tas d'expériences assez marrantes en jouant aux échecs contre des gens fortunés. Comme quoi, par exemple? J'ai pu avoir plein de gens que tu connaîtrais pas, mais très riches. J'ai pu rencontrer aussi des artistes russes qui sont très connus, même des musiciens, etc. Des gens que j'écoutais en plus. Donc je vais avoir cette expérience-là pendant Et tu les coachais, c'est ça? 2-3 ans. Non, ils venaient jouer des parties, rigoler entre eux, faire un peu des blagues. Et puis là, du coup, je dis faire des blagues parce que là, le fait d'être français va vraiment me servir. Parce que le fait d'avoir un club d'échecs, t'en occuper et d'être français, de parler russe couramment, tu vois, ça faisait un truc un peu exotique qui était un petit peu marrant. Les gens aimaient bien, tu vois. Ils venaient pour ça, tu leur faisais vivre une expérience un peu. Ouais, il y avait un peu de ça. Et puis, tu vois, comme je te disais, au moment où je suis arrivé, tu avais ce côté-là quand même. T'as quand même beaucoup de francophilie en Russie. Et ils aiment beaucoup les auteurs français, Dumas, etc. Donc, tu vois, le fait de venir dans un club d'échecs, que la personne qui s'en occupe, qui soit là, il soit français, mais qui parle russe couramment. Tu vois, t'as un truc qui là-bas fait que ça crée un environnement, tu vois. Ça marche, quoi. Ça marche bien, ouais, ça marche bien parce que quand t'es français, que tu vis à l'étranger, il faut dire, t'as ce plus-là que quand même, tu vois, ça a de la gueule, quoi, d'être français dans beaucoup d'endroits. Et tu vois, quand plus, comme c'est des gens qui ont de l'argent, ils aiment bien avoir des expériences un peu particulières, un peu hors du commun. Et tu vois, tu dis, je viens dans un club d'échecs et le mec qui s'en occupe, c'est un Français qui vit ici, qui parle couramment russe, en plus qui parle un peu argot. Donc ça, tu vois, je te jure, ils adorent, ça les fait marrer. Tu vois, ils se disent, ok, c'est une expérience très drôle et du coup, ça matchait bien. Et en fait, à ce moment-là, donc j'ai ce staff-là et puis ça se passe très bien. Enfin, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir ces problèmes de géopolitique entre guillemets, et c'est à ce moment-là que je vais partir. En fait, c'est ça qui va me faire partir de Russie.
Et c'est là que tu découvres que t'aimes bien le côté un peu one-man show, faire marrer les gens, faire des petites blagues et tout. Tu te découvres ce truc-là chez toi ou c'est un truc que tu te connais depuis bien longtemps quoi? Non, je vais un peu le découvrir à ce moment-là, parce qu'en fait, ma chaîne YouTube en anglais, je vais la créer à ce moment-là, en fait. Je bosse encore là-bas quand je le fais, parce que ça commence un peu à se faire. Je regardais une chaîne, je me suis dit, bon, je vais un peu faire ça le soir. J'ai toujours bien aimé expliquer les échecs. Et ouais, c'est après quand je vais rentrer, en fait, du coup, je vais aller en Suisse pour donner des cours à l'école. On va dire, c'est même peut-être plus à ce moment-là parce que, tu vois, je me retrouve à donner des cours d'échecs d'initiation à des gamins dans les écoles publiques qui sont en CE1, CE2, donc qui ont 8-9 ans. Et je me rends compte que, en fait, quand je leur apprends les échecs, je les fais marrer globalement. En fait. Je me rends compte que les gamins passent un super moment et je me rends compte que comment on appelle, les maîtres d'école, je ne sais pas si c'est le mot correct, mais bon, en tout cas celui qui gère le prof principal qui gère la classe, en fait je me rends compte qu'ils suivent les cours et que ceux qui sont un peu fun, tu vois, t'en as qui sont fun, c'est comme dans toutes les écoles, je me rends compte que ceux qui sont vraiment fun, ils regardent le cours et ils se marrent aussi, donc ils passent un super bon moment, que quand on déjeune ensemble, qu'on parle d'échecs et tout, bah, on continue à se marrer, tu vois. Et je me rends aussi compte que le fait, tu vois, d'avoir passé beaucoup, 10 ans en Russie, finalement, je vais avoir un humour qui s'est un peu adapté parce que l'humour russe est aussi un peu différent de l'humour français. Et je me rends compte aussi que le fait, tu vois, le mix un peu des deux, ça va pas mal marcher aussi quand tu fais des blagues parce que ça va être un peu moins. Ouais, ça va t'apporter quelque chose qu'ils ont pu moins entendre. Et puis, ça t'apporte. On parlait tout à l'heure un peu quand tu as des enfants, ça t'apporte un peu d'épaisseur aussi finalement. Tu as plus de choses à dire. Puis, tu as vécu des choses qui sont très différentes des personnes habituelles. Finalement, c'est un peu le miroir de ce que j'ai vécu en Russie une nouvelle fois, d'avoir un profil vraiment différent des gens qui existent. Donc, tu as pas mal de choses à raconter. Et qu'en plus, ouais, comme j'avais en Russie, j'avais plein de potes qui faisaient des blagues en boucle, quoi. Qui sont des marrants. Je me rends compte qu'adapter un peu ce qu'on faisait là-bas et le dire dans ces endroits-là, ouais, ça marchait pas mal. Et ouais, tout ça mis bout à bout, que ça se passe bien, que machin. Puis bon, j'ai commencé ma chaîne du coup à la faire en français. À l'époque, c'était en anglais. Ça a très vite bien marché aussi. Puis je me suis rendu compte que, tu vois, moi, ça faisait longtemps que je faisais plus rien en parlant français. Mine de rien, tu vois, ça c'est aussi un truc. On s'en rend pas trop compte, mais tu vois, chez moi, on parlait en russe avec ma femme. Quand j'étais en Russie, je bossais en russe. Ma chaîne, du coup, je la faisais en anglais. Et j'avais plus énormément d'interactions en français. Enfin, avec mes parents, évidemment, quand tu les as au téléphone. Mais ça reste 5% de tes interactions en français et 95% en russe ou en anglais. Tu vois, même les médias. Maintenant j'ai que des interactions en français aujourd'hui. Mais tu vois, je me rends compte, en parlant, tu vois, à haute voix, en parlant, qu'à l'époque, je disais que les médias en anglais et en russe, en fait. Je disais même plus les médias français parce que, en fait, tu lis en russe parce que tu as besoin de tes choses un peu locales quand tu vis là-bas. Puis après, du coup, quand tu vas te tourner vers une deuxième langue, tu vas plutôt aller regarder en russe parce que tu veux regarder les news internationales, etc. Puis le français, finalement, tu vas un peu le perdre. Puis ouais, je pense qu'en revenant, en plus, le fait de reparler français, etc., de me retrouver dans ces ambiances-là, c'est très bien. Et puis, ça va aussi me reparaître très facile parce que tu vois, je faisais ma chaîne en anglais, je bossais en russe et un peu en anglais parfois aussi. Et je vais me rendre compte qu'en fait, c'est vraiment plus facile de parler français. Tu vois, j'avais même oublié. Tu vois, tout d'un coup, tu n'as plus besoin de réfléchir quand tu fais une phrase. Ça vient plus naturellement. Tu peux faire nettement plus de jeux de mots parce que forcément, c'est ta langue natale. Tu peux traduire des choses que tu connaissais, des blagues ou quoi que tu avais fait dans d'autres langues mais qui marchent bien. J'en parlais avec Wojtek il n'y a pas longtemps. On avait fait une interview des Rap Contenders, tu connais peut-être. Ouais. Mais qui disait qu'en fait, ouais, il y a des punchs. En fait, c'est un pote polonais qui lui a dit qu'en polonais ça passe très bien, tu vois, il expliquait ça et qu'en fait du coup tu la reprends en français, elle va faire marrer tout le monde, etc. Alors que en fait c'était juste une blague entre guillemets basique que toi tu as récupéré de l'humour des pays de l'Est un petit peu. Donc en plus tu te rends compte de ça, c'est que tu as une panoplie de choses à dire et de manières de le dire qui est beaucoup plus large que ce que tu avais de base. C'est vrai que c'est un super conseil que tu donnes si jamais il y a des streamers ou des créateurs de contenu qui nous écoutent. Quand on se lance dans le stream, on croit que le stream, c'est un métier où tu te mets 3-4 heures tous les jours dans ta chambre et tu fais ton stream. Alors que, en fait, c'est presque l'inverse. Il faut vivre plein de trucs à l'extérieur pour pouvoir les raconter dans ton stream. Et en fait, moi, je vois, par exemple, quand je reviens de vacances ou que je reviens d'un voyage, d'un truc, t'es trop content. En stream, t'as plein de trucs à dire. Et toi, j'imagine, de l'expérience de fou que t'avais vécue, t'as dû... T'avais trop de content, quoi, à donner. Trop de trucs à dire. Trop de trucs à dire.
Enfin, tu vois, j'ai même joué dans des trucs marrants que je racontais à l'époque. J'ai même joué dans des casinos clandestins en Russie. Ah ouais. Donc, tu vois, des expériences où tu tapes à la porte, tu donnes des mots de passe pour rentrer, tu te retrouves dans des endroits glauques. T'as des mecs en plus, pour une raison X ou Y, les Russes aiment bien faire flipper. Ils aiment bien faire peur, surtout qu'ils savent que nous, Occidentaux, on a plus peur, entre guillemets. Donc, ils disent, ouais, mais attends, là, s'il y a une descente de police, faut faire tel truc, tel... Enfin bon, t'as des histoires de fous comme ça où tu te retrouves. C'était quoi le film, c'est avec Matt Damon, The Rounder, je pense en anglais, où il joue au casino avec le mec avec les Oreos. Je l'ai pas. Tu l'as pas, bon, peu importe, des gens auront, mais t'as un peu ces ambiances-là de casino, quoi. Bon, Ok. je dis ça, mais tu vois, c'est des trucs. Bon, l'expérience, c'est. Ouais. Et donc, à ce moment-là, tu lances ta chaîne YouTube d'abord en anglais. Ça va mettre du temps, ça met 6 ans à ce qu'elle décolle, la chaîne. À quel moment est-ce que ça décolle? Et surtout, à quel moment est-ce que tu changes de l'anglais au français sur ta chaîne? Bah là, c'est quand je rentre chez. Donc, c'est à ce moment-là, là, quand on est en Suisse, je vais changer, je vais passer en français. Et combien ça a mis de temps à décoller en tout? 6 ans en tout. Je pense que j'ai dû faire 2 ans en anglais et 4 ans en français avant que ça décolle. Et tu lances vers 2014, c'est ça? Et c'est vers Ouais. 2020, vers le Covid, que ça Ouais, commence ça. vraiment à exploser? Exactement. Ça va commencer à exploser, on va dire à 2018, ça va commencer à monter. Et c'est en 2020 que je peux vivre de mon contenu. En fait, c'est à partir de 2018, je pense que je commence à pouvoir un peu monétiser ma chaîne. Quand je te dis un peu monétiser, je pense qu'on parle de 300-400 euros par mois. Hein. Donc, c'est... Bon, on est loin du compte brut. Hein, tu vois. Ouais. Alors, vraiment, tu vois, c'est ça. 2018-2019, peut-être ça va monter à 700-800 euros. Moi, ça me paraissait énorme à ce moment-là, tu vois, quand en 2018-2019, je gagne ça. Mais ça va passer de 700-800 à période Covid, j'en sais rien, moi, 7-8 000. Ouais. Ok. Ça va être vraiment... mais bon, parce que nous, on va avoir le Covid. Mais tu vois, je passe de faire... Allez, je faisais déjà 700-800 viewers sur les grosses compètes, ce qui était énorme pour l'époque. Hein. Je passe avec un pic, je pense, de 1100 viewers pour un championnat du monde de Blitz. Je pense que c'était mon pic audience. À 3 mois après, donc ça, c'était mon pic audience en décembre 2019. À 3 mois après, avoir les candidats. Donc, c'est Maxime MVL qui joue le gros tournoi. Il y a le Covid, il y a tout le monde qui est chez lui. Et je pense qu'on fait un pic audience à 25 000. 25 000 sur Twitch? Sur Twitch. Ah ouais. On était une chaîne numéro 1 monde en viewers pendant quelques heures. Donc en fait, on est vraiment pas. Tu vois, tu passes vraiment de ton pic audience all-time 1100 à 25 000 personnes en 3 mois après, quoi. Numéro 1 monde sur Twitch, Ouais. pas que sur les échecs, enfin toutes catégories Toutes confondues. catégories confondues, c'était la chaîne la plus regardée au monde pendant peut-être 2-3 heures. Incroyable. Donc tu vois, on passe de ça à ça. Mais bon, on avait la configuration. J'ai plein de gens qui ont découvert la chaîne à ce moment-là. En fait, on avait la configuration où tu as le Covid, tu as tout le monde qui est lockdown dans le monde entier. Tu as 2 compétitions qui se jouent. En fait, tu as un truc du UFC qui se passe encore. Mais on va dire la seule compétition un peu longue qui se joue encore, tout sport confondu, c'est les échecs où on a le plus gros tournoi qui existe puisque c'est celui où tu peux devenir champion du monde, qui se joue parce que c'était en Russie, justement, tu vois, on y revient toujours, et que c'est le seul pays au monde où il n'y a pas de lockdown à ce moment-là, et que les joueurs, ils sont déjà sur place, ils sont déjà arrivés en avion, donc ils sont là, et les mecs vont jouer pendant 8 jours, et c'est après 8 jours de compétition qu'ils vont couper la compétition à la moitié, en disant, non mais attendez, dans le monde entier, il y a des lockdowns, les gens veulent juste rentrer chez eux, parce que plus personne n'a le droit de bouger nulle part, et qu'on est les derniers cons, entre guillemets, à encore faire notre compétition, alors que, bah, tu vois, à cette époque-là, on se demandait si c'était pas la fin du monde, Ouais. et nous, on avait notre truc, on suivait encore, tu vois, tous les jours, on était sur Twitch en disant, bon, bah, Maxime, 4e partie des candidats, c'est hyper important. Et puis, tu n'avais plus rien à regarder, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait plus rien. Enfin, on était le dernier truc qui existait. Et donc, bah, tous les gens, tu vois, premier jour, on est 2000, 3000, 4000, 5000. Puis les gens, ça monte tous les jours parce que c'est un bouche à oreille, les gens n'ont rien à faire. Et ils disent, ah bah, il y a encore un Français qui joue un truc à un endroit. Et c'était nous avec on avait des perruques bleu, blanc, rouge en train de faire les abrutis avec des confettis pendant nos streams. Donc, on était complètement en porte-à-faux par rapport à ce qui se passait. Et donc, oui, donc je passe, tu vois, de ça à ça, en fait. Ouais. Ça te fait quoi à ce moment-là? Donc, qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là d'exploser complètement? Tu te dis, j'arrête tout le reste, j'arrête le club d'échecs et je commence à me concentrer complètement sur la création de contenu? Ouais, bah écoute, c'était un peu l'euphorie. Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai toujours kiffé streamer. En plus, moi, je l'ai fait pendant... Enfin, faut dire que les 4 premières années, là, enfin, les 6 premières années, mais
je le faisais que par plaisir, tu vois, et tout ça. Puis tu passes d'un truc où tu le fais quand même par plaisir parce que 700-800 euros, je faisais beaucoup de streams, tu vois. C'était pas beaucoup. Puis tu passes de ça à ça. Puis tu dis, mais c'est fou, je vais pouvoir vivre de ma passion. Et puis d'un autre côté, t'es quand même un peu anxieux parce que tu dis, bon, bah là, c'est le enfin, ouais, t'avais quand même le Covid. Et puis tu dis, bah, est-ce que c'est juste un phénomène de mode ou pas? Et là, le truc qui va se passer, c'est que ça va un tout petit peu baisser petit à petit. Et tu vas voir Queen's Gambit 6 mois après. Et ça va repartir de folie avec Queen's Gambit. Et tu vas voir la deuxième partie de ce tournoi des candidats où il y avait encore un semi-lockdown. C'était peut-être le lockdown où on a eu qui était un peu bizarre. Tu pouvais sortir de chez toi, mais peut-être pas tout faire. Enfin, je sais pas, il y avait pas ça. Ouais, c'est ça où il y avait faire un footing ou... Ouais, je sais plus comment c'était, Okay. mais c'est tellement loin. Mais du coup, là, on a tapé 36 000 viewers un jour et c'était de nouveau chaîne numéro 1 monde pendant quelques heures. Donc, c'est passé de ça à ça. Puis bon, là, j'ai vraiment arrêté tout ce que je faisais à côté. Je me suis vraiment concentré que sur la création de contenu. Aujourd'hui, pour que les gens se rendent compte, est-ce que tu peux parler un peu de tes revenus au global ou à minima en pourcentage tes différentes lignes de revenus entre AdSense, les partenariats? Alors, on en parlait un peu avant en coulisses, mais c'est compliqué, il n'y en a pas tellement sur les échecs. Il y a aussi ton livre. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu une vue d'ensemble? Ouais, écoute, je peux te dire que pour moi, maintenant, bizarrement, mon écosystème, il a complètement changé depuis 1 an et demi. Actuellement, c'est vraiment de loin ce qui me rapporte le plus d'argent, ça va être YouTube. Genre vraiment de loin. Et je peux te donner un chiffre. En fait, j'ai regardé avant de venir. Tu sais, tu as des sites pour voir à peu près combien rapportent les chaînes YouTube. Okay. Tu vas dire genre les Social Blade ou les trucs comme ça. Et en fait, moi, j'ai vu, je sais pas pour les autres créateurs de contenu exactement, mais pour moi, c'est assez vrai. Ça me rapportait entre 8 et 12 000 euros par mois sur YouTube. Donc, c'est à peu près, tu vois, ce que le site avait estimé. Ce que le site avait estimé. Donc, ça va dépendre, tu vois, de la saisonnalité. Bah là, par exemple, au moment là où nous on tourne, c'est en janvier, donc ça va peut-être même être un peu moins. Je suis toujours quelqu'un d'optimiste aussi. Donc, en fait, tu vois, si pour moi, c'est entre 8 et 12 000 entre, on va dire, mai et décembre, les mois où ça va être un peu moins en janvier-février, tu vois, je vais les zapper de ma tête. Mais on va dire, mis à part janvier-février, qui sont les mois vraiment où ton AdSense, tu le vois, il fait comme ça. Okay. Il baisse, mais ça va être à peu près ça. Et ça va représenter à peu près 50%, peut-être même 60% de mes revenus. Twitch, ça a vraiment beaucoup baissé pour moi. En fait, j'ai pas mal de subs encore sur la chaîne, mais j'ai surtout une très grosse proportion de Prime. Donc ça rapporte un petit peu moins. En fait, souvent, les gens, quand ils regardent, tu vois, ils essaient toujours d'estimer tes revenus, etc. Mais ils estiment toujours avec le revenu d'un sub normal. Alors que sur Twitch, quand tu as une grosse chaîne, la majorité des gens, ça reste quand même des primes. Ou en tout cas, même si ce n'est pas la majorité, un bon 50%. Juste pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, sur Twitch, quand tu as un abonnement, comme Twitch appartient à Amazon, quand tu as un abonnement Amazon Prime, tu as l'opportunité de souscrire de manière gratuite à un créateur de contenu, mais ça ne rapporte pas autant au créateur de contenu, ce que tu dis, que si c'est un vrai abonnement où le mec paye vraiment son argent. Quoi. Exactement. Après, c'est cool parce que Amazon, ils permettent aux créateurs de gagner de l'argent via ce truc-là. C'est pour ça que tu vois, j'ai souvent le débat sur mon chat où tu as des gens qui viennent, parce que Twitch, ils prennent 30% sur les subs. Et j'ai souvent le débat, tu vois, sur le chat, il dit « Ah ouais, mais moi, je préférais te donner de l'argent via un Patreon, Tipeee, enfin bon, peu importe, il y a plein de solutions. » Et moi, je dis toujours aux gens, mais c'est un peu peut-être ma vision du monde qui est comme ça, mais je dis, là, on est sur une plateforme Twitch. Enfin, si on n'était pas sur Twitch, tu vois, je suis d'accord, j'ai pas de Patreon ou quoi d'ailleurs, parce que je m'en fous en fait. Mais je serais d'accord, mais je dis là, en fait, on est sur une plateforme qui nous donne de la bande passante pour pouvoir créer le stream, qui m'a permis, moi, de streamer pendant des années gratuitement. Alors, je sais que c'est le client, le produit, quand c'est gratuit. Enfin, je connais tout ce truc-là. Mais je dis, en plus, tu as l'abonnement Twitch l'abonnement Prime, qui t'est proposé et qui permet d'aider les contenus pour des gens qui ont Amazon Prime, qui est quand même un bon service. Et je dis, en fait, c'est bien de jouer un peu le jeu de la plateforme aussi, parce que sinon, après, il y a... Enfin, moi, j'aime bien jouer le jeu, en fait. Non, mais tu as raison. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais Twitch, il y a quelques années, ils n'étaient pas rentables. Je ne sais pas s'ils sont rentables aujourd'hui, mais héberger du contenu et le diffuser en live, ça coûte des milliards. Ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, c'est normal qu'ils prennent aussi un petit peu d'argent, qu'ils prennent un peu un cut, quoi. Et juste pour expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, Patreon, c'est des plateformes de contenu exclusifs, quoi, où il y a juste les viewers qui payent, qui peuvent voir ton contenu. Et ce n'est pas le pari que tu as pris, ce n'est pas le chemin que tu as pris, quoi. Toi, tu veux que ton contenu il soit ouvert à tout le monde. Ouais, puis Patreon, tu peux aussi donner de l'argent juste comme ça. Ouais, ouvert à tous. Oui, puis même,
déjà, j'ai pas forcément besoin que les gens me donnent de l'argent outre mesure, mais en plus, tu joues. Enfin, je sais pas, moi j'étais sur Twitch, tu joues le jeu Twitch. Si tu fais un live YouTube, des fois, tu as des gens qui donnent de l'argent sur YouTube. Je sais pas, moi j'ai l'impression que tu joues le jeu de la plateforme. Mais je disais ça par rapport à quoi? Oui, je disais ça parce que je parlais de Twitch et des gens souvent, tu vois, qui peuvent être un peu réticents des fois à faire des subs ou quoi. Ouais. Et bon, là, je profitais du podcast pour le dire, Ouais. tu vois. Ok. Moi, j'ai toujours vécu le truc comme ça et Amazon, donc oui, parce que je parlais des revenus d'Amazon, c'est pour ça que je parlais de ça. Oui, donc tu as beaucoup de gens qui donnent Twitch, oui, et Twitch Prime, et c'est pour ça que j'en ai à ça, pour dire, mais en fait, tu vois, Twitch, les gens qui donnent des subs, ils sont toujours à dire, ouais, bon, ils prennent 30%, c'est un peu dommage. Ouais, mais il faut aussi voir que sur tous les subs qui sont des Prime, tu serais sur une autre plateforme, ils n'existeraient pas. Et là, en quelque sorte, c'est Amazon qui va plutôt aider ses créateurs de contenu là-dessus. Donc, c'est une plateforme qui joue un peu le jeu, quoi. Tu fais bien de remettre l'église au centre du village. Donc voilà, donc tu as YouTube à peu près 10 000 par mois en moyenne, tu as Twitch, bon ça c'est public le nombre d'abonnés sur Twitch. De subs, là je dois avoir 1200 subs, 1200 mais après subs, ok. en termes de revenus, je peux pas te dire exactement. Ouais, ça doit faire dans les 2000, enfin en gros, ok. Ouais. Et ensuite, donc les collabs commerciales, c'est assez compliqué. On en parlait dans les échecs. Enfin, t'as pas beaucoup. Vu que c'est un jeu quand même très accessible, quoi. T'as juste un échiquier. Il y a pas comme dans le gaming des claviers, des souris, des caméras, des trucs. Écoute, on a eu une période exceptionnelle où on avait des collabs en boucle. Là, c'était l'année dernière. C'est une période rose de la collab. Non, mais j'adore faire les pubs pour les collabs avant et tout. Ça m'amuse fort en fait. J'ai vraiment gardé ce côté, tu vois, où j'essaie vraiment de m'amuser avec tout. Et vraiment, les collabs, des fois, j'adore. C'est mon kiff, des fois, de lire les briefs. Tu dois connaître ça aussi. Ouais. De les répéter chez moi et tout, de m'enjoyer de ça. Mais donc, nous, on a une période extraordinaire où on en avait quasiment tous les mois, soit sur YouTube, soit sur Twitch. Et là, tu vois, on sue un petit peu. C'est la crise de la collab. On n'en a pas eu beaucoup pour... Non, on n'en a pas eu pour... Si, on en a eu une pour Noël, mais c'était pas vraiment cadré sur Noël. En fait, c'est tombé par hasard. Mais là, on a eu un peu de difficultés pour avoir de nouvelles collabs. Et ouais, comme tu le soulignais, pour les échecs, c'est difficile parce que tu n'as rien de naturel. Et donc, c'est qui, du coup, les annonceurs un peu qui mettent de l'argent dans des créateurs d'échecs, quoi? En fait, c'est divers et varié. Alors déjà, on a un peu tout l'arc des marques qui font pour tout le monde, qu'on connaît tous, pour les VPN, évidemment, pour toutes ces choses-là que tu vois sur toutes les chaînes. Donc, eux, ils viennent aussi sur la liste des échecs. Et sinon, moi, j'ai pas mal de collabs avec chess.com, mais c'est plus des commentaires de tournois. Donc là où tu fais des commentaires de tournois pour eux, pour les championnats du monde, les candidats, enfin toutes les grosses compétitions, du coup, tu bosses pour eux. Et ça, c'est vraiment bien pour moi parce que c'est un peu gagnant-gagnant. Déjà, tu es rémunéré pour le faire. Ouais. Évidemment, c'est très bien. Et en plus, eux, ils ont souvent les droits à l'image pour pouvoir... retransmettre les compétitions. Donc au lieu d'avoir juste l'échiquier, tu sais, quand tu retransmets sur ta chaîne perso, tu as juste l'échiquier, puis tu montes les coups, et puis c'est tout en fait, tu n'as pas le visage des joueurs. Et là, Chess.com, ce qui est bien quand je fais des commentaires pour eux, c'est que tu es rémunéré d'un côté, et de l'autre côté, en plus, tu peux profiter des images, donc tu peux retransmettre et la caméra des joueurs et l'échiquier. Et quand tu commentes et que les parties d'échecs durent des heures et des heures, c'est quand même pas du luxe que de pouvoir un petit peu meubler et d'avoir la caméra, de voir les joueurs. Et puis même globalement, c'est quand même plus sympa de suivre une compétition quand tu as l'image et que tu as ce qui se passe. Bah ouais. Que quand tu es que sur C'est fou, c'est quand même hyper atypique, quoi. En fait, tu as les droits télévisés d'une compétition et en plus tu commentes, tu as tout, quoi. T'as tout. Et j'imagine que ça attire bien sûr un flux de personnes qui n'est pas forcément abonnées à ta chaîne, qui viennent pour voir les Worlds, enfin... Ça te donne une certaine découvrabilité quand même. Ouais. Après, j'ai envie de dire, le problème c'est que tout le monde me connaît un peu déjà, donc dans les échecs, dans les échecs maintenant. Et puis bon, les gens, tu vois, qui sont pas trop dans les échecs, t'as quand même moins de gens maintenant qui découvrent les échecs du fait qu'il y a eu beaucoup de compétitions, que ça s'est beaucoup fait, etc. Mais oui, t'as une découvrabilité effectivement. Mais quoi qu'il en soit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment bien d'avoir les images, quoi. Enfin, du coup, enfin, tu vois, même côté kiff, tu vois les joueurs. Là, tu vois, moi, j'ai pris du plaisir. Là, je commentais. C'était il y a 10 jours. C'était les championnats du monde de Blitz. Tu vois, tu avais MVL en plus. Tu vois, j'ai la chance d'être très ami avec le joueur qui est numéro 2 français, qui a fait 5e au championnat du monde. Donc déjà, moi, j'ai le côté amitié, où déjà, je suis tellement heureux quand il gagne. Faut se dire...
quand les gens me voient avec le sourire aux lèvres parce qu'il a gagné, c'est réel, tu vois. Je joue pas de rôle, je suis vraiment hyper heureux, tu vois. De toute façon, on s'écrit après les parties sur Messenger, on s'envoie des messages et tout après les parties. Mais donc, du coup, j'ai ça. Et puis, tu vois, je peux voir Maxime contre Magnus. Maxime, je le connais hyper bien, j'ai les images, je vois le truc, je suis royal. Moi, en fait, je le fais, tu sais, je commande pas, j'allume pas mon Twitch ou quoi, je le regarde gratuit en fait le truc. Pour moi, ça c'est un plaisir. Et là, avoir les images, surtout pour moi personnellement, qu'en plus c'est un de mes potes qui joue, c'est trop bien parce que tu vois, je sais, tu vois, je le vois bailler, ah ouais, merde, il est pas en forme, c'est pas bon, il a mal dormi, tu vois. Après, je lui écris, machin, s'il baille pas, que je le vois avec ton petit sourire et tout, bah, c'est le kiff parce que je sais qu'il est en grande forme et puis je vois son petit sourire de Maxime là. Donc, voilà, je prends beaucoup de plaisir et pour résumer de manière brève, ça c'est vraiment un côté cool quand j'ai c'est même pas des collabs en fait, quand je commente pour eux, parce que Chesscom, ils ont en gros les droits sur quasiment toutes les grosses compétitions. Ouais. Quasiment. C'est que toi, c'est ta particularité par rapport à d'autres créateurs de contenu français, c'est que tu es un très haut elo et tu es très proche des top players mondiaux. Voilà, ça te donne cette carte-là, quoi. T'es plus, t'es plus un pro devenu créateur, enfin un quasi-pro devenu créateur que plus un créateur plus mainstream, quoi. Puis j'ai la chance c'est une chance. Enfin, là, pour le coup, j'ai la chance d'être très ami avec le numéro 1 français. Donc, ça veut dire que je vais jamais en parler en stream, mais je vais avoir des insights. Alors après, les gens peuvent jamais savoir si ce que je dis, c'est ce que je pense, si c'est parce que j'ai un insight, parce que ça donnerait des infos. Mais donc, je vais avoir des insights. Et puis, forcément, tu as une proximité qui est complètement différente. C'est-à-dire que, tu vois, même moi, des fois, je regarde les streams en anglais ou les autres gens qui streament du haut niveau. C'est très professionnel. Moi, souvent, les commentaires ils vont être professionnels jusqu'au moment où Maxime va pas être loin de gagner et où, tu vois, il n'y a plus de professionnalisme, on n'en a plus rien à faire, il n'y a pas d'impartialité, de quoi que ce soit. C'est vas-y, détruis-les et fais-nous kiffer, tu vois. Et ça, je trouve que, surtout quand tu commandes sur une plateforme comme Twitch, j'imagine, en tout cas pour les gens qui regardent, qu'eux aussi ressentent la proximité avec la personne. C'est-à-dire qu'on le supporte même pas que parce qu'il est français ou quoi que ce soit. C'est juste notre pote, en fait. Et puis en plus, tu le vois débarquer sur le chat après les parties quand il a gagné des fois ou quoi. Mais du coup, je pense que ça crée une atmosphère qui est très particulière. T'étais vraiment dans le bar PMU avec d'à côté du stade. Tu sais, des fois dans les stades, les villes comme Lens ou quoi, t'as des fois des petits PMU juste à côté du stade. Là, t'es vraiment dans ce PMU là avec vraiment les gars qui connaissent les joueurs et tout. Donc je pense que ça crée un côté un peu plus de proximité. Ça, c'est vraiment de la chance. C'est même pas lié au fait que je joue bien ou quoi, mais c'est vraiment le fait qu'on s'entend vraiment bien, quoi. Alors justement, parlons un peu de ton style. Tu as quand même un style qui est assez particulier quand tu commandes, quand tu streams des parties. Est-ce que c'est un personnage que tu joues un peu? Est-ce que c'est une partie de toi? Est-ce que c'est une manière une sorte d'exultoire? Comment tu le vis, ça? Écoute, c'est inspiré de plusieurs choses. Je t'ai dit au tout début, tu m'as demandé ce que faisaient mes parents. Je sais que mon père était restaurateur. Donc déjà, c'est inspiré de pas mal de gars que j'ai pu voir quand j'étais gamin qui parlaient des matchs le matin. Tu sais, ils lisaient Nice Matin. Tu avais les matchs de Nice, de Marseille, tu as les supporters et tout. Donc c'est un petit peu inspiré de ce parler-là que moi j'ai pu beaucoup entendre gamin, des gens du Sud qui parlent de foot. Ça va être inspiré aussi ce style-là de la radio. Moi j'écoutais pas mal les matchs à la radio aussi et j'ai toujours pensé que les échecs c'était plus un jeu qui se commentait comme de la radio que comme de la télé, pour une raison simple, c'est que les échecs personne n'y comprend rien. Même moi, j'y comprends pas forcément grand-chose aux parties, tu vois. Enfin, je comprends, mais sans comprendre, les mecs voient 10 fois plus vite que moi. Donc, je vais voir une variante, je vais m'emballer, mais peut-être que c'est pas du tout ce qu'ils ont vu parce qu'ils sont 10 fois plus forts que moi. Enfin, personne. Si tu imagines, c'est des mecs qui sont concentrés, qui font que ça. Déjà 10 fois plus fort, et toi, tu es en train de commenter, d'animer un stream, et en plus, tu dois essayer d'imaginer ce qu'ils pensent. C'est impossible, en fait. Ouais, pour des gens qui comprennent encore moins bien. Voilà, c'est ça. Donc, en gros, tu vois, je vais essayer. Je m'en sors pas mal maintenant avec l'expérience. J'ai pas mal de rêves, et puis j'ai quelques rêves parfois avec Maxime, avec qui j'ai pu parler. Donc, je peux aussi avoir quelques petites choses en plus, mais bon, ça reste compliqué. Et donc, je me suis toujours dit que c'était de toute façon. Moi, en plus, j'aimais bien écouter le foot à la radio, mais je me suis toujours dit que c'était plus un truc de radio, parce que la radio, t'entends le mec qui s'emballe, tu sais même pas, il y a peut-être une frappe, elle est passée 3 mètres tu sais, mais t'as moment. Donc, je me suis dit, c'est toujours plus un truc de radio, personne n'y comprend rien à ce truc qui se passe, donc c'est plus ça. Donc, voilà, ça va être un peu inspiré de ça, un peu de ça, et un peu de l'univers rugby que j'aime bien aussi, avec toutes des vidéos, je sais pas si tu as déjà vu ces séries-là, mais des coachs de rugby dans les clubs amateurs.
Tu as des trucs incroyables où les mecs avant les matchs, c'est n'importe quoi. Donc ça va être un petit peu tout cet univers-là ensemble. Et en plus, vraiment avec le côté chauvin, franchouillard, assumé de voilà, on est les meilleurs, on chante même les pieds dans la merde, on s'en fout. Et puis bon, si on perd, tant pis. Mais vraiment ce côté, tu vois, un peu franchouillard, assumé. Voilà, on est pour les Français, le reste on s'en fiche, c'est nous les meilleurs, on va gagner, machin. Puis bon, quand on perd, voilà, une nouvelle fois, nous avons perdu. Bon, bah tant pis, mais on a chanté quand même. Mais donc dans ta tête, voilà, c'est un perso, par exemple, donc Blitzstream, qui est inspiré, qui a toutes ces inspirations-là et qui est différent de Kevin. Quoi. Ouais. Pour toi, il y a des moments où tu dis, voilà, là je suis Blitzstream, là je suis Kevin, ou enfin, je sais pas comment tu te le dis. Il y a des moments, je me le dis pas comme ça, il y a des moments où je vais être très sérieux et je vais expliquer les trucs normalement et tout. Et il y a un moment donné, je pense que je vais me le dire, je vais même pas me le dire, mais ça va être un peu comme ça. Je vais me dire, vas-y, laisse tomber le côté intellectuel, là, vas-y, on n'a plus rien à faire. Laisse parler les émotions. Et je vais un peu avoir, vraiment, tu vois, on parlait de la Russie avant, un peu ce côté de spontanéité où les Russes, tu vois, ils deviennent sans filtre. Tu vois, ce que je te disais, les Russes, ils aiment bien te dire la vérité, des fois, de manière directe. Et je me dis, tu vois, vas-y, c'est bon, sans filtre, c'est fini, plus de filtre. Plus de filtre. Donc, quand il n'y a plus de filtre, il n'y a plus de filtre. Et quand il n'y a plus de filtre et que je vais suivre Maxime jouer contre Magnus, tu vois, moi, quand je suis sans filtre, je lui dis, mais défonce-lui le cul, quoi. Enfin, genre, au bout d'un moment, tu vois, il n'y a plus de filtre, en fait. C'est fini, tu vois, il n'y a même plus d'échiquier, c'est juste défonce-le, en fait. Il n'y a plus de... Et, tu vois, je vais laisser passer cette partie de moi qui serait comme quand tu regardes un match où, ouais, tu n'as plus rien à faire, en fait. Et tu sens vraiment le moment où tu switches, quoi, le moment où tu dis, allez, vas-y. Ouais, là, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de filtre. Et c'est quoi qui te trigger? C'est un mec dans le chat qui commence à te chauffer, qui fait, vas-y, ressors-nous là. Ça peut être un mec dans le chat ou ça peut vraiment être un mec dans le chat, effectivement, ou des fois, ça peut être que je me fais chier, tu vois, aussi. Tu vois, je suis en train de commenter le truc, c'est trop sérieux, il y a un mec dans le chat qui dit un truc, je me dis, vas-y, plus de fil, dégage, c'est bon, on y va. Tu vois, je sens même cette personnalité qui revient là maintenant. Et tu peux juste avoir la compétition, l'adrénaline qui monte, c'est en train de se passer un truc, et là c'est terminé, je perds le contrôle. Enfin, je perds pas le contrôle, mais et je te jure que c'est aussi pour ça, tu en disais live, l'adrénaline du live ou quoi. Des fois, je me dis, un jour, je vais sortir un truc, ça va aller trop loin, c'est sûr. Et puis finalement, à chaque fois, ça reste dans les clous. Mais tu dois pas couper des trucs après en disant, ah merde, ça sorti de son contexte, faut que je fasse gaffe. Ça peut arriver au montage, des fois rarement, qu'on vérifie. Mais bon, finalement, c'est du direct sur Twitch. Il y a plein de choses qui peuvent être sorties du contexte. Mais je pense aussi que... Tu vois, ce qui joue aussi en ma faveur par rapport à ça, c'est que, bon, mis à part les 5% de haters, de gens que quoi que tu dises, ils trouveront toujours, tout ça, bon, sorti de ces gens-là, je pense que l'immense majorité des gens, déjà, ils comprennent que c'est vraiment un truc de supporter et que c'est vraiment un truc, enfin, ils comprennent ce côté un peu sans filtre et ils comprennent aussi qu'en réalité, c'est toujours bienveillant. Ouais. Ça fait 10 ans que tu es là, il y a une communauté qui te connaît. Enfin voilà, ils savent qui t'es, quoi. Ils savent qui t'es, ils savent que c'est bienveillant. Et puis, tu vois, t'as des gens, des fois, qui vont me dire, je prends l'exemple de Magnus, on parlait de ça, qui disent, ouais, comment t'as mal parlé de Magnus, machin, t'es personne par rapport à lui ou quoi. Les gens, ils savent que dès que la partie est finie, tu vois, moi, j'ai aussi un peu ce côté-là, comme j'ai fait de la compète, de tu détestes ton adversaire pendant le truc, mais une fois que c'est fini, c'est bien joué, mec, vas-y, ok. Enfin, tu vois, c'est vraiment la délimitation. Voilà, là, on était dans la confrontation est terminée, le jeu est terminé, on redevient, on est potes, quoi, il n'y a pas de souci. Et donc, les gens, tu vois, ils vont savoir que ça va être un peu trash et tout pendant le temps de la partie, etc. Mais ils savent très bien que dès que la partie est finie, 2 minutes après, c'est bravo Magnus, il était trop fort, c'est le GOAT, on ne peut que s'incliner face à lui. Comment veux-tu, tu vois, ça va être ça, comment veux-tu le gâter quand il a 100% de sa force, il bat tout le monde. Aujourd'hui, on est encore du mauvais côté de la pièce et voilà, peut-être la prochaine compétition ce sera mieux, mais c'est lui, 20 titres de champion du monde. En fait, ils savent que 2 minutes après la fin du truc, il va être rappelé le réel contexte, entre guillemets, à semi-froid de ce qui s'est vraiment passé et de reconnaître la supériorité de l'adversaire quand il est parti. Et pareil, quand on gagne, tu vois, sur le coup, ça va être vas-y, rentre chez toi, c'est bon, t'es finito, nanani nanana. Et 2 minutes après, tu vois, ça va être c'était une belle partie. Pour avoir un beau champion, il faut un bel adversaire. Bravo à lui d'avoir fait ça, et la prochaine fois on verra bien qui gagne. Mais ce qui est classique dans la compétition, la rivalité n'exclut pas le respect. Tu vois, en boxe, les mecs ils se défoncent la gueule et après ils se font un gros câlin à la fin. Bien sûr. Ouais. Et au contraire,
celui qui t'a respecté, enfin là nous on est spectateurs du truc, mais je veux dire pour qu'il y ait une belle compétition, évidemment qu'il faut être deux. Si le mec c'est un faire-valoir et que tu le bats, où est l'intérêt? En fait l'intérêt de ces trucs-là et pourquoi on est si excité quand Maxime peut battre Magnus par exemple ou autre, c'est parce qu'on connaît la force de l'adversaire. S'il joue contre un gamin de 3 ans, on va pas être là, oh, extraordinaire, il a battu, on s'en fiche. Donc, mais ça je pense, tu vois, que l'immense majorité des gens... En fait, moi, je pense qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons quand même. Les gens, ils comprennent ça. Ils comprennent ça. Moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens sur Internet. Des fois, on se prend un peu la tête à cause des 5% de gens qui sont malveillants en réalité. Parce que je pense que tout le monde le comprend. Tu vois, mais c'est marrant parce que là, sur le chemin, j'écoutais la radio. C'était le maire d'une ville. Et il disait qu'il y avait des rafales à 150 km/h aujourd'hui. Et l'animateur de la radio, donc là c'était le maire de la ville, il lui répond donc il faut bien rappeler aux gens qu'il ne faut pas sortir de chez eux, machin. Et là, tu as le maire, il répond je crois que les gens ils le savent, enfin il ne le dit pas avec ces termes-là, mais il lui répond mais je crois que les gens ils savent en fait qu'il ne faut pas sortir de chez soi et que c'est dangereux d'aller proche de la mer quand il y a des vagues qui font 4 mètres en fait. Ça s'appelle juste du civisme et tout le monde le sait. Et j'ai l'impression que des fois que, alors c'est bien de le rappeler, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire que des fois on se prend quand même un peu trop la tête sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on pense, sur les commentaires qu'on a, de choses qui viennent de 2-3% des gens. En vrai, là, ce qu'on vient de dire, tu vois, là, même tu l'as redit, et on a raison en fait de le redire en soi, mais je pense qu'il faut quand même pas trop se prendre la tête toujours. Je pense que l'immense partie des gens le comprend en vérité. Tu regardes France-Argentine, finale de la Coupe du Monde, je veux dire, Mbappé il te met son doublé, t'es pas là à commenter le but en mode il a fait une belle frappe, machin. Ben non, t'es en train d'exulter et on comprend qu'on est tous pour la France, c'est pas dire qu'on n'aime pas les Argentins, ça a rien à voir. C'est juste que là, maintenant, on vit le moment, on est tous heureux. Et je pense qu'on est quand même tous en train de le comprendre. Et on comprend très bien que 5 minutes après le match, il y a la déception, mais que 5 minutes après, c'est bravo l'Argentine, bravo Messi, t'as gagné le match. Bon, enfin, et voilà. Mais bon, je pense quand même que l'immense partie des gens le comprend en réalité. Comment tu vis du coup les haters, les remarques négatives et tout ça? C'est quelque chose que tu as complètement accepté? Tu dis, voilà, il y en a 5% qui seront jamais contents. Écoute, déjà, j'ai découvert il y a quelques mois que ça venait surtout de groupes de personnes qui s'organisent réellement à faire des pseudos et à se faire une pseudo-caisse de résonance pour amplifier le truc, en fait. Donc, quand tu reçois... Moi, ce que je me dis maintenant, hein, c'est que quand je reçois 30 remarques négatives, je pense que ça représente entre 4 et 5 personnes, déjà, qui ont créé 25 pseudos. Donc maintenant, ce que je me dis, c'est que si 3 ou 4 personnes ont du temps à perdre pour faire ça, leur avis n'a pas trop d'intérêt. Parce que, en fait, dans la vie de tous les jours, est-ce que je prendrais l'avis d'un gars qui va perdre son temps à créer des dizaines de pseudos en fait, je ne respecterai pas son avis. On est d'accord. Donc déjà, je me dis ça. Après... Ça c'est pour les haters, les gens tu vois qui ont vraiment des tu vois, les gens qui te haïssent avec passion. Ouais, mais tu vois où c'est grossier, tu vois que ça peut pas être objectif. Après, tu vois si tu as des gens qui vont me dire là Kev, telle partie t'as mal expliqué ou tu vois quand ça va être des choses qui sont pas méchantes, tu vois ce que je veux dire, mais qui vont être de la critique plus constructive. Alors là je vais le prendre en compte, je vais regarder un petit peu, des fois je vais répondre, ça peut même m'arriver de discuter par message, ça m'arrive de répondre à des gens, etc., même après qu'ils m'écrivent en MP, et là je vais répondre. Donc en fait ça va vraiment, tout ce qui est les trucs méchants ou caricaturaux, ça je vais vraiment plus en tenir compte parce que je me dis... Et t'arrives à ce que ça t'impacte zéro, ça te met même plus une petite boule au ventre, rien quoi. Tu vois un truc méga vénère, machin, tu te dis bon, c'est juste de la haine. Ouais, non, franchement, là, maintenant, non, là, je m'en fiche complètement. Okay. Là, vraiment, non, parce que, en plus, après, en fouillant, tu sais un peu d'où ça vient, tu sais un peu pourquoi ils le font. C'est vraiment de la malveillance gratuite. Et je me dis, mais trouvez une vie un jour, faites autre chose, quoi. Enfin, c'est bon, c'est pas grave, vous m'aimez pas. Tant pis, c'est pas grave. Mais donc ça, non. Après, les remarques, quand elles sont plus constructives, là, je vais en tenir compte, ouais. Tu vois, je vais regarder, je vais essayer, parce qu'on essaye toujours d'améliorer son contenu, d'améliorer ce qu'on fait, de changer. Le monde évolue, donc il faut évoluer aussi. Donc ça, je vais vraiment faire plus attention. Et même, j'aime bien, en fait, quand c'est constructif et que c'est bien fait, c'est cool. Après, faut tout ce qui est aussi... tu vois, un peu caricatural, etc. Des gens qui vont écrire sur des forums que mon contenu, il n'est pas adapté aux enfants ou que c'est toxique ou quoi, qui vont essayer. Parce que tu sais, en fait, moi, j'ai fait 3 chaînes
En fait, j'ai une chaîne qui est sur les lives Enfin, j'ai ma chaîne Twitch qui est live et une chaîne de rediff live où là, effectivement, c'est pas adapté aux enfants. Et j'ai ma chaîne classique où il y a des analyses et ma chaîne facile où là, ça peut être adapté à tout le monde. Et tu as pas mal de gens, et là aussi, c'est des haters qui essayent, c'est même personne en fait, qui essayent d'écrire sur les forums et qui essayent de faire une caisse de résonance là-dessus pour dire que mon contenu, il faut pas le montrer dans les clubs, il faut pas le montrer aux enfants parce que c'est pas adapté, parce que tu vois, T'as un franc-parler. Il y a un franc-parler, et puis une manière de parler aussi. Je peux vraiment mal parler des fois, hein, on va pas se mentir. Mais bon, de toute façon, ce que je dis toujours, quand tu fais 4-5 heures de live par jour, si jamais tu peux pas tout contrôler, donc moi je parle comme j'ai envie de parler quand je suis en live ou quoi. Mais donc t'as aussi ce truc là où je disais oui, du coup moi j'ai vraiment segmenté mon contenu. Du coup je sais que pour mes rediffs YouTube c'est sur la chaîne facile quand c'est des trucs pédagogiques, ma chaîne classique c'est ça, et puis t'as la chaîne rediff qui est ça, et donc t'as tous ces gens là aussi qui essayent sur les forums et tout de faire une caisse de résonance sur le fait que mon contenu il est pas adapté aux enfants, qu'il faut pas le montrer, qu'il faut pas le montrer en club parce que c'est un mauvais exemple, etc. Ça me touche pas dans le sens où je sais qui sont les gens qui écrivent ces trucs-là. Donc, en ce sens-là, ça me touche pas à moi. Par contre, c'est un peu, tu vois, ça, c'est un truc qui peut être parfois un peu révoltant. C'est que tu vas te dire, mais en fait, ils sont vraiment nuisants à ce point-là. Tu vois, ils ont vraiment tellement rien à faire qu'ils vont être nuisants à ce point-là. Et ça, c'est un peu plus chiant parce que ça touche, ça touche ton contenu en vérité, de gens qui veulent dire des choses fausses sur ce que tu fais. Ça, c'est plus dérangeant. Il y a un truc dont je me suis rendu compte récemment, tu vois, en tant que créateur de contenu. Donc moi, pareil, hein, j'ai des haters voilà, qui me haïssent avec passion. C'est qu'en fait, pour te protéger, je trouve que tu es un peu obligé de normaliser les réactions des gens. C'est-à-dire qu'à la fois, tu as des gens qui te haïssent beaucoup trop, et à la fois, tu as des gens, je pense, qui t'adulent beaucoup trop sous le prétexte que voilà, tu es public, alors qu'il y a des gens dans l'ombre qui ont beaucoup plus d'impact dans la société que toi et qui ne sont pas admirés. Et du coup, ouais, tu normalises tout, c'est-à-dire que parfois, ouais, même quelqu'un qui te dit ça, c'est trop bien ce que tu fais, bah, ça te fait pas autant que ça devrait te faire parce que tu es obligé, quoi. Je suis 100% d'accord avec toi. Ok. Et souvent, tu vas te couper des deux, ouais, du coup. Je te coupe des deux, ouais. Et donc les gens se disent putain, il a pris la grosse tête, je lui ai quand même dit que c'était ouf, qu'il allait changer ma vie et tout ça. Et en fait, juste, tu peux pas. Enfin, en fait, si tu vivais le truc comme un humain devrait le vivre, tu ferais des. Ouais, ça, tu pourrais pas, quoi. Tu pourrais pas, ouais. Donc tu coupes les deux, je suis d'accord avec toi. Et tu prends du coup les critiques positive, constructive dans les deux sens. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'y avais jamais pensé comme ça, mais c'est vrai que quand les gens disent ton contenu est bien et que c'est pas le truc où ils t'adulent, c'est génial ou quoi, et qu'ils te mettent un peu les points, ça tu vas le prendre en compte. Quand ça va être le même truc en négatif, tu vas le prendre en compte. Mais les trucs, ouais, ton contenu est génial, t'as changé ma vie ou quoi, ouais, tu vas. Ouais, Ah ouais, mais t'as raison, t'es obligé en fait. Je pense que c'est dur pour les gens de le comprendre de l'extérieur. Parce qu'ils doivent, enfin, certainement, il y a des gens qui parfois te disent un truc et ils disent putain, il est quand même un peu passé vite à autre chose, je lui tiens un truc fort quand même, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais t'es obligé. T'es obligé, ouais. T'es obligé. Qu'est-ce que tu penses un peu du paysage de la création de contenu en France ? Avant le Covid, il y avait 0 créateur de contenu. Là maintenant, voilà, vous commencez à être quelques-uns. Il y a toi, il y a Julien Song, il y a j'ai plus le nom, le GOAT des échecs, voilà, qui est marrant aussi. Qu'est-ce que tu penses ? Tu penses qu'il va continuer à y avoir de la place pour d'autres créateurs de contenu ? Est-ce que tu penses que le marché est un peu saturé et que l'audience des échecs, elle est figée ? Non, moi, je pense qu'il y a énormément de place en fait pour faire du contenu sur les échecs. Je pense que s'il y a des gens qui veulent se lancer dans les échecs et faire du contenu dessus, il y a vraiment beaucoup de choses à faire qui n'ont pas été faites. Genre vraiment, il y a tout un tas d'émissions intéressantes à faire sur les échecs. Bah, d'ailleurs, un podcast, tu vois, là, on est en train d'en faire un, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de podcast actuellement sur les échecs régulier, on va dire. Il y a eu des petites tentatives, mais il n'y a rien qui s'est vraiment installé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de place pour le faire. Après, la difficulté qu'il y a peut-être maintenant, c'est que les échecs, tu vois, ça vit un peu par pic et par période. Tu vois, il y a eu la période Covid et le Queen's Gambit qui a vraiment été le pic le plus fou. Il y a eu tout le pic avec Inoxtag qui a fait des échecs, qui a fait un pic. Mais quand même, pour ceux qui ont vécu le truc avec le Covid et le... C'est pas le même niveau. Non, c'est pas le même niveau parce qu'en fait, le Covid et le Queen's Gambit, c'était vraiment mondial. C'était vraiment un truc de fou. Je sais pas si on revivra ça aussi, mais ça a quand même fait un gros pic, mais c'est pas comparable avec ce qu'on a vécu. Tu vois, tu fais quand même audience numéro 1 monde sur des streams en français. Tu vois, c'est n'importe quoi en fait. C'était puis sur des échecs sérieux, c'était sur les candidats. Tu vois, on commentait 2 mecs qui étaient assis pendant 4 heures face à l'autre. Un truc de fou. Donc là, après, tu es un peu dans une phase où c'est moins. Mais je pense que, tu vois, il y a des vagues
dans la création de contenu, tu as des vagues qui sortent, tu vois. Au début, tu as eu beaucoup de YouTube. Après, tu as Twitch aussi qui a été une nouvelle mode avec beaucoup de directs. La Twitch, ça a beaucoup baissé. Tu as eu pas mal TikTok dernièrement. Puis TikTok, ça fera comme le reste, ça finira par baisser. Puis tu auras encore une nouvelle plateforme. Et je pense que le meilleur moment pour un créateur de contenu pour exploser, entre guillemets, c'est quand tu as une nouvelle plateforme et un nouveau type de contenu qui commence à fonctionner. Et je pense que c'est à ce moment-là que des fois, tu as des nouveaux profils qui émergent. Et puis, comme le monde est un éternel recommencement, ben, forcément, enfin, ce que je disais, tu as eu YouTube, tu as eu Twitch, tu as eu TikTok, ben, je pense que dans 5 ans, tu regarderas ce qui se fait aujourd'hui en termes de vidéos, ça paraîtra ridicule ou ça paraîtra très démodé. Et je dis 5 ans, je pense que dans 2 ans ou 3 ans, ce sera déjà le cas. Et je pense qu'à ce moment-là, bah, ce sera une nouvelle fenêtre où tu as des nouveaux créateurs qui vont forcément émerger. Et pas que dans les échecs, en vérité, dans tous les domaines. Ben, tu parlais de Amine tout à l'heure, et c'est marrant parce que je me disais, c'est Amine ou Anime, tu vois, à chaque fois je les confonds. Mais tu vois, Anime, qui a complètement explosé cette année, c'était surtout via TikTok, si je ne dis pas de bêtises. Et tu vois qu'il a eu des super scores sur Twitch et partout, et que c'est peut-être un des créateurs les plus suivis en France en ce moment. Et tu vois, il est émergé, entre guillemets, via une nouvelle plateforme ou relativement nouvelle encore, donc bah, ça prouve que... Puis ça se repassera encore, il y aura encore une nouvelle plateforme et il y aura encore quelqu'un qui explosera comme ça, donc ça va se passer aussi comme ça pour les échecs et pour tout le reste en fait. Ce qui te force toi aussi à te réinventer, est-ce qu'il y a des nouveaux projets, des nouvelles choses qui vont arriver par la suite ou... Écoute, moi je suis sur une niche un petit peu particulière qui est que tout le monde quitte, quelle que soit la langue petit à petit dans les échecs, c'est le fait de faire du contenu d'échecs sérieux, vraiment très sérieux. Tu vois, si tu regardes, là on parlait un peu plus de mon contenu fun avec Twitch et tout, mais le gros de mon contenu c'est quand même du contenu éducatif et des analyses de parties de haut niveau. Ça, tout le monde quitte plus ou moins ce wagon-là. Pour aller plus vers un truc de divertissement. Ouais, quoi. c'est ça. Parce que c'est probablement plus rentable et plus facile aussi. Il faut se dire qu'analyser les parties, c'est dur. Enfin, Ouais. Après, là, avec l'expérience, ça devient plus facile pour moi dernièrement, mais c'est dur. Et puis, ça te met une pression. Bon, c'est un peu particulier comme truc. Donc, les gens le quittent petit à petit. Et moi, en bon joueur de poker, je me suis toujours dit, tu vois, au poker, si tu as tout le monde qui est agressif à la table, en fait, si tu restes une serrure, c'est plutôt bien. Puis si tu n'as que des serrures à la table, bah, être agressif, c'est plutôt bien. Et là, du coup, tu vois, tout le monde quitte cette niche-là petit à petit. Et moi, je me dis, ben, j'ai pas envie de suivre la mode, en fait. Déjà, j'ai pas envie de le faire. Et comme tu as remarqué, tonton, de toute cette discussion, j'aime bien faire ce que j'aime. Enfin, je fais ce que j'aime faire et j'aime pas m'adapter trop. Et je me dis, en plus, tu vois, en bon joueur de poker, donc j'en reviens à ça. Bah, si plus personne le fait, en vérité, tu vois, moi je suis sur mon petit truc, je continue. Puis de toute façon, il y aura toujours des gens qui aimeront ça. Et puis quand les gens ils sortent un peu du divertissement dans les échecs, parce que moi je trouve que c'est quand même lassant, au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes blagues en fait. C'est un truc de fou. C'est l'humour de répétition, quoi. C'est la même blague, ouais, 50e fois. Ouais, non, c'est encore drôle. Bon, ok. Mais c'était un peu de ça. Et je me dis, mais en fait, les gens, quand ils progressent, qu'ils arrivent à un certain niveau et qu'ils ont envie de voir plus, en fait, de toute façon, ils vont aller vers ce contenu-là. Donc moi, c'est un contenu que j'aime et j'ai pas envie de changer. Après, tu vois, là, cette année, en fait, après chaque année, j'essaye de sortir un peu des nouveaux trucs. Là, cette année, bah, ça vient de commencer. J'ai commencé en fin décembre pour les sortir cette année. Je fais des coachings, du coup, d'abonnés. Donc c'est un peu adapté je l'avais fait il y a 4-5 ans, mais ça n'avait pas trop marché. C'est un peu adapté maintenant de ce qu'aime bien faire la génération TikTok. Tu le vois pas mal, ça. Ouais, tiens, regarde, il y a un abonné qui m'a dit ci, machin et tout. Donc je vais faire un peu ça. Sauf que, en fait, je vais un peu rajouter la touche d'un des trucs qui m'a rendu aussi connu. C'est un peu le coup de cheveux fou, c'est-à-dire que le coaching va être complètement normal au début, systématiquement. Il peut rester normal jusqu'à la fin. En fait, tu peux absolument pas savoir. Même moi, je ne le sais pas, tu vois. C'est ça, donc c'est normal. Il n'y a que des bons conseils, machin, hyper sérieux. En plus, c'était mon métier d'être entraîneur. Et puis, tout d'un coup, c'est ce qu'on parlait, tu vois, le switch, le mec va faire une erreur monumentale. Et là, en fait, le coach va devenir fou. Donc là, en fait, je vais laisser partir cette... Et je vais dire, mais t'es nul, mais t'as un poids chiche dans la tête, mais t'es débile, mais comment je peux coacher un mec comme toi, mais comment c'est possible? Et du coup, après, à chaque fois,
le coaching va continuer, je vais regarder ses parties. Et donc, tout va commencer à être regardé sous le prisme de mais t'es une merde, t'es naze, tu sais pas jouer, il y a que des erreurs. Jusqu'à la fin, avoir un vrai bon conseil. Du coup, tu vois, une nouvelle fois, tu vois, on va arrêter le rôle à la fin, un peu le cosplay. Et on va dire, bon, voilà, j'ai vu ton jeu, dans ce que tu fais, faut faire ci, ça, nanani, nanana. Et tu vas avoir des bons conseils. Donc, tu vois, j'ai lancé ça cette année. Et là, au moment où on fait ce podcast, j'ai sorti une vidéo il y a 24 heures. Elle est déjà à 50 000 vues. Alors qu'il n'y a pas de montage, il n'y a rien. C'est vraiment du fast cam, sans coupe, rien, 30 minutes. Et il y a déjà 50 000 vues en 24 heures. Et je pense que la vidéo, elle va faire beaucoup de vues. Et puis, c'est vraiment du contenu qui est fait en live. Donc, c'est un nouveau concept là, qui plaît pas mal. Mais évidemment, quand tu cliques sur la vidéo, tu ne peux pas savoir. Parce que les 2 prochains qui sortent, ils seront sûrement sortis au moment de ce podcast, ils sont très sérieux. Il y a eu 0 pétage de câble. C'est vraiment, tu vois, le truc très scolaire, machin. Mais sur certains, tu vas avoir le pétage de câble et là, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je m'amuse. Ouais. C'est ça. Au fur et à mesure que tu parles, c'est marrant parce que tu me fais vraiment penser à quelqu'un qui était assis à ta place, justement, d'ailleurs, il y a 1 ou 2 années, qui, comme toi, dans un jeu complètement différent, mais qui est quelqu'un, un ancien semi-pro, qui est, tu vois, très, très technique et tout ça, et qui est aussi assez divertissant. C'est Skyheart, ça te parle ou pas? Quand tu as commencé, j'ai compris. Okay. J'ai très vite compris que c'était Skyheart, en fait. Tu le regardes, tu connais un peu? Ouais, je connais un peu. On a déjà... C'est d'ailleurs lui, je pense, la première collab, quand je t'ai dit tout à l'heure, c'est lui le premier qui m'a appelé Blitz, en fait. Ok, c'est marrant. Donc vous vous entendez bien, quoi. Vous connaissez un peu. Sûr, ok. Je trouve que vous avez beaucoup de... C'est marrant, même physiquement, vous ressemblez un petit peu, quoi. Ouais. Bien sûr. Et il est hyper sympa. On avait fait un Z-Event ensemble et tout. On avait un peu discuté à la fin. Et on a fait une fois un coaching où il m'avait appelé. Ça devait durer 20 minutes. On est resté 6 heures en live ensemble. Donc, je connais un peu le personnage. Ouais. Donc tu l'as coaché un peu aux échecs? Ouais, une fois. Ok. Et lui, toi, t'as déjà essayé League of Legends ou non? Pas du tout, ça te oui, tente je suis faire 4, monsieur. Ah oui, ok. On n'arrive pas à faire 4 par hasard. Avec beaucoup d'heures de jeu, faire 4 ou pas? Ouais, je suis peut-être à 30-40 heures de jeu. Mais alors, je joue pas si mal. Je suis faire 4. Mais le truc, c'est que je joue Olaf. Ok. Et je n'arrive pas à toucher une hache. Ah oui. Donc en fait, c'est problématique, c'est que les moves, si tu veux, parfois sont quand même bons. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même réussir à lancer sa hache sur le personnage. Moi, si tu veux, je peux te donner un super conseil. C'est ne joue pas Olaf, joue Garen. Garen, il n'y a aucun skill shot. Tu vois ce que c'est Ouais, mais j'ai déjà joué Garen, mais Olaf, c'est moi. J'ai mon perso, il est vénère, il envoie des haches. J'adore le perso, en fait. Et tu cours après les necks avec les haches et tout. Mais en fait, il y a cette phase dans LoL que tu mets un peu de temps à comprendre, c'est que t'aimes un perso, mais le perso ne t'aime pas. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai eu une grande phase avec Vayne. Je crois que j'étais un joueur de Vayne. Ça a été dur pour mes alliés pendant très longtemps, avant que je découvre Garen. Et Garen, il peut pas ne pas t'aimer. Non, c'est sûr. Non, mais j'ai essayé quoi dans le perso qui me conviendrait peut-être plus? Tryndamere. Ok. T'aimes bien les gars vénères qui foncent dans le tas, quoi. Okay. Ouais. J'aime bien ça peut te paraître étonnant, tu vois, mais j'aime bien ne pas réfléchir, en fait, quand je joue. Enfin, j'ai tellement avec les échecs, tu vois, de réflexion, que tu vois, quand je vais sur LoL, tu vois, j'ai envie de cliquer et de taper sur les gens, en fait. C'est une question que je vais te poser un peu. Bon, je pense que tu n'as peut-être pas assez d'heures sur LoL pour voir forcément la complexité du jeu, mais est-ce que tu peux expliquer à quel point les échecs, c'est complexe? Comment ça s'apprend, tu vois, pour les gens qui veulent peut-être s'y mettre? C'est quoi? C'est des heures très théoriques à étudier plein d'ouvertures différentes? La vérité, c'est que les échecs, c'est beaucoup plus facile que LoL et beaucoup plus difficile à la fois. Je m'explique. Pour apprendre les règles et pour apprendre le jeu, les échecs en 1 heure, et encore, je suis gentil, je suis l'argent, 1 heure, tu sais jouer aux échecs. LoL, évidemment, tu as l'impression que tu sais jouer parce qu'il faut cliquer. La vérité, c'est que je suis à 30 heures de jeu. Je connais pas la moitié ou même le quart ou même le 10e des sorts, des machins. Il y a des centaines de personnages. Il y a les items, les machins, les dégâts AD, les dégâts AP. Je n'en peux plus de ce truc-là. C'est-à-dire que les mecs me disent, oui, mais tu mets tel bot, il a des dégâts AP. Oui, j'ai mis une peu de... Je sais même pas ce que c'est en dégâts AP, je mets ce que je peux. Non mais tu vois, je caricature, mais tu vois, c'est galère. Les échecs, 1 heure, tu connais toutes les règles, tu connais tout, tu sais comment tous les persos se déplacent. C'est facile. En plus, point très important que tu oublies de dire, c'est que LoL, c'est comme des échecs que toutes les 2 semaines, tu changes la valeur des pièces, des trucs. Ouais. Ça, j'allais y venir. C'est qu'en plus, LoL, moi j'ai un peu joué aussi à TFT, où il y a une saison, j'étais pas mauvais. J'ai dû monter... J'étais gold pour sûr. Tu vois, ce qui pour moi, tu mets gold sur un jeu vidéo, excusez-moi monsieur. Ouais. Mais tu vois, j'étais gold et franchement, tu vois, j'aimais jouer. Et tout d'un coup, déjà, je rejoue les mêmes persos. Et puis tout d'un coup, ça marche plus. Je dis, mec, mais pourquoi là je perds? Ils disent, ah ouais, mais ils ont mis un patch, ça marche plus. Ah ouais, mais désolé. Et puis après, tu te reconnectes 3 mois après. Ah mince, c'est plus les mêmes mecs.
Donc t'es là, ouais, que je fais quoi? Donc oui, t'as ce côté-là aussi, évidemment. Aux échecs, les règles ne changent pas. Et les échecs, en fait, je vais dire, tu vois, tu peux progresser. Je vais donner un elo qui va parler. Tu vas vraiment jusqu'à 1000 élos, déjà, tu vois, qui est un peu le premier cap pour moi, où tu sors un peu du niveau débutant. Bah, tu peux un peu monter en ligne droite si tu fais bien les choses, tu fais des exercices de tactique, des problèmes, tu montes. La médiane, juste aux échecs, elle a combien pour qu'on se rende compte Je pense 1000, 1002, je pense. Ok, donc t'es à peu près dans la médiane. Ok, Ouais. Mais vraiment que en comptant les gens qui sont connectés sur les sites de jeux. Hein. d'accord. C'est sans compter tous les gens qui jouent dans les parcs ou quoi. Sinon, à Ouais. 1000, t'es le roi du pétrole hein, déjà. Ok. Donc, mais 1000, vraiment, tu peux y monter, vraiment, tu vois, gentiment. Et je dirais sans apprendre de par cœur, tu vois, vraiment en faisant juste des exercices, en progressant tactique, en connaissant un petit peu, quand je dis pas de par cœur, tu vois, pour moi, après les gens vont à chaque fois me dire que c'est beaucoup, mais tu vas apprendre 4-5 coups sur les 6-7 ouvertures qui arrivent souvent. Mais bon, pour moi, ça paraît, enfin, tu vois, c'est plus dur d'apprendre les bots qu'il faut mettre sur LoL contre tous les persos que d'apprendre ça, tu vois, c'est vraiment pas énorme. Et après, tu vas avoir un vrai effort pour monter jusqu'à 1500 où là, tu vas commencer à avoir un peu plus d'apprentissage à avoir, mais ça se fait bien. Et je dirais que le vrai gap, tu vois, pour avoir fait les parties contre tous les niveaux et tout, c'est quand tu arrives à 1008, 1009. Donc c'est déjà quand même très haut, hein, là. Tu joues vraiment déjà bien. T'es top 10%. Ouais, peut-être même mieux. Ok. Et là, tu vas avoir un moment où le gap de connaissances, il va commencer à être exponentiel en fait. Parce qu'à chaque fois que tu vas prendre, à partir de 1008, on va dire, à chaque fois que tu prends 100 points, c'est de plus en plus dur. Et là, ça devient vraiment dur. Ça, tu vas plus pouvoir le faire en un mois, quoi. À moins que tu sois très doué, et que voilà, c'est comme à LoL. Je sais pas, tu prends un faker, peut-être que lui, sans connaissance, il réussit déjà à être ou quasiment à être hyper fort parce qu'il touche ses haches, quoi. Mais on va dire aux échecs, tu vois, voilà, t'as quand même cette progression, donc t'as quand même tu peux atteindre un sacrément bon niveau en t'amusant. Ouais. C'est pas si dur, enfin pas si dur, c'est dur, mais c'est faisable. Sans par cœur, sans toute la théorie et tout. En fait, les échecs, ça, c'est un jeu qui est plutôt exponentiel. Par contre, quand tu arrives au top niveau, je pense que c'est beaucoup plus dur que LoL. Mais ça, j'ai eu le débat avec plein de gens qui vont pas être d'accord avec moi, qui sont sur LoL. Mais en fait, les échecs, il faut dire que c'est un jeu qui a 1000 ans. Et donc, en 1000 ans, et en plus, les ordinateurs sont plus forts que nous. Donc, on a dû apprendre énormément de choses et nos connaissances ont beaucoup évolué. Et c'est pas vraiment que les échecs, c'est plus dur que LoL en soi, parce que je pense que tout a une difficulté finalement un peu similaire quand tu arrives à haut niveau, c'est toujours beaucoup d'entraînement et ça se joue sur les détails. Mais c'est juste que comme le jeu est beaucoup plus vieux, qu'il y a beaucoup plus d'écoles d'échecs, que les échecs sont enseignés à l'école, qu'il y en a un peu de partout dans beaucoup de grands pays, la France, même les États-Unis, il y a beaucoup d'échecs, l'Allemagne, la Russie et j'en passe. Forcément, vu la masse de gens qui jouent sérieusement aux échecs depuis petit, que c'est très accepté socialement, quand tu es bon aux échecs, on te pousse à le faire. Tu as une masse de gamins qui commencent à jouer aux échecs à 6-7 ans, qui sont hyper doués sur un jeu qui est très vieux et très théorisé. Et c'est pas que LoL c'est plus difficile ou plus facile que les échecs, c'est même pas là le débat. C'est que si demain tu mets des cours de LoL dans 5000 écoles en France, que tu crées des championnats de France moins de 8 ans, LoL, des championnats du monde moins de 8 ans, que tu fais ça dans tous les pays du monde, que tu as des gamins dans le monde entier qui commencent à tryhard LoL depuis 7 ans, tu viens dans 100 ans, le niveau pour arriver au top niveau de LoL, tu n'auras pas commencé LoL à 7 ans, tu pourras pas y arriver. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas vraiment que le jeu est plus dur ou plus facile, c'est juste que c'est un jeu où tu as des centaines de milliers de gamins, vraiment des centaines de milliers dans le monde entier, qui tryhardent le jeu depuis l'âge de 7 ans. Donc, et que c'est accepté socialement, et qu'ils prennent des cours, et que l'État et les mairies, ou l'État ou des sponsors donnent de l'argent pour que les mecs s'entraînent, mais c'est pas au niveau de, tu vois, de me dire, des fois j'ai le débat avec des gens qui sont sur LoL, ah oui, mais sur LoL ça existe aussi un peu, machin, ouais, un peu. Sauf qu'aux échecs... Les échecs, si genre, tu t'y mets à 12-13 ans, tu deviendras jamais champion du monde. Non, aujourd'hui c'est fini. Si tu peux plus. Ah ouais. À moins qu'à extraordinaire. Mais là, je te disais, t'as un gamin de 14 ans, il est déjà top 60 mondial. Top 60 mondial. Genre dans le top 100 mondial aujourd'hui, t'as personne qui a commencé après 13 ans? Je pense tu pas, dirais non. Ouais. Je pense pas. Moi, je me rappelle avoir vu Magnus petit. Magnus, je le vois petit à 10-11 ans, il faisait le malin déjà, tu vois. Il était vraiment fort, forcément. Et je me rappelle en plus de l'avoir vu jouer, avoir dit à un de mes potes, ce gamin-là, il fait le malin, il sera jamais champion du monde. Bon, il a fait de rien dire ce jour-là. Mais oui, à 10-11 ans, il était déjà monstrueux, mais monstrueux. Et là, tu prends, il y a un gamin, il l'appelle le Messi des échecs. Bon, je trouve le surnom un petit peu exagéré, mais il a quoi? Il a 12 ans, il a déjà un niveau de grand maître. Il va passer grand maître, là, il essaye de battre le record du grand maître le plus jeune sans marche prochain, il va y arriver. Mais à 12 ans, le gamin est déjà top 500 mondial.
Donc tu commences à 13 ans, à moins d'un génie, mais alors fou, il sera jamais dans le top 10 mondial, ça paraît impossible. Tu vois, j'aime pas dire les trucs c'est impossible, personne n'y arrivera jamais, parce que dans le monde, des fois, tu as des gens qui sont... tu as des histoires de fous, mais la probabilité, elle est infime. Alors qu'à LoL, tu peux commencer à 12 ans et être top mondial à 18. C'est qu'il y a deux éléments très intéressants que tu t'apportes et que les gens oublient parfois quand ils comparent LoL et les échecs. C'est qu'effectivement, LoL de base est plus complexe parce que c'est 5 joueurs en temps réel, plein de sorts, c'est ce que tu as dit et tout ça. Mais finalement, on s'en fout un peu de la complexité du jeu. Ce qui compte, c'est la compétition. Et il y a plus de joueurs sur les échecs. Et en plus de ça, le jeu est bien plus ancien. Ça me fait de la peine de le dire, mais c'est ça que tu as raison, le jeu est bien plus ancien. Donc en fait, il y a un nombre de connaissances que tu dois choper pour être déjà dans les top players, quoi. Tu vois, c'est comme, tu vois, tu prends un sport hyper populaire comme le tennis, c'est tellement compétitif que même si demain, j'en sais rien, tu vois, je prends le badminton, même si je sais pas, je vais peut-être prendre des mauvais exemples, j'ai peur, hein, mais je me dis en fait, si tu prends un sport beaucoup plus compétitif depuis beaucoup plus longtemps, si tu prends un autre sport qui peut même être beaucoup plus difficile à maîtriser, de toute façon, le sport qui est plus compétitif, il sera plus difficile d'arriver au top niveau juste parce que la base des gens, bah, c'est ça. Parce que, donc, tu vois, la base des gens est tellement grande. Puis tu as vraiment le côté de l'acceptation sociale aussi. Ton gamin, il a 10 ans, tu vas pas l'amener faire des compétitions de LoL ou tu vas pas l'emmener au club. Tu vois, moi, à 10 ans, j'allais déjà 3 fois au club d'échecs à coup de 2-3 heures à chaque fois pour m'entraîner, pour mieux jouer. J'imagine mal des parents, peut-être en Corée, on va me dire. Mais en tout cas, nous, en Europe, c'est pas encore là. Ouais. Tu vas pas. Je pense que ça viendra, mais je sais pas encore possible. là. Ouais. C'est possible, mais tu t'imagines pas avoir des heures dans des cours. Tu t'imagines pas avoir le débat à l'Assemblée nationale, parce qu'il y a eu un peu le débat des fois. Est-ce que les échecs devraient rentrer à l'école, sous quelle forme? Là, je crois qu'ils veulent le faire en périscolaire, peu importe. Tu aurais du mal à imaginer un débat demain. Est-ce que vous pensez que les enfants doivent faire 1 heure de LOL par semaine à l'école? Je pense que ça va être du sport-études, enfin de l'e-sport-études. Je pense que il y a des. Ça peut arriver, mais je veux dire, en tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Donc le fait que ce soit pas le cas, c'est en termes de compétitivité. Après, le jeu LoL, oui, c'est très compliqué. Les règles sont compliquées. Je t'ai préparé un petit happening. Voilà, c'est des questions auxquelles tu dois répondre par oui ou non. Vas-y. Voilà. Tu peux. Je m'attends au pire. Tu dis oui ou non. Après, tu peux rajouter un petit disclaimer si tu veux, mais voilà, d'abord tu dois répondre par oui ou non. As-tu déjà pensé que tu n'irais pas jusque-là? Oui. La dépression peut-elle rendre plus lucide? Oui. L'argent rend-il vraiment libre? Oui, mais il m'en faudrait plus. J'aime bien ce petit complément d'information. Est-ce que c'est plus dur d'être 3000 Elo aux échecs en Blitz ou Challenger sur League of Legends? 3000 Elo. C'est bien, il me calme tout de suite. Est-ce que c'est une bonne idée encore aujourd'hui de se lancer sur YouTube ou sur Twitch? Est-ce qu'on peut encore percer? YouTube, oui. Twitch, non. Est-ce que tu es fier de ton parcours? Ouais. Est-ce que tu referais les mêmes choix? Oui. Est-ce que tu as réussi hors des codes classiques? Alors, moi, je te dirais oui, mais juste un petit rajout, c'est que moi, pour ce truc-là, je ne prends pas le côté social. Je me prends mes propres benchmarks. Comment dire? C'est-à-dire? Pour moi, tu vois, je vais plus prendre le côté éthique et moral qu'autre chose. Est-ce que tu penses que ta réussite est encore en cours de construction? Non. Est-ce que tu es plus apaisé aujourd'hui que quand tu avais 20 ans? Oui. Est-ce que les échecs t'ont sauvé? Non. Est-ce que tu as trouvé ta place? Oui. Est-ce que tu mettrais ta petite fille, qui a 3 ans, aux échecs? Non, et je vais t'expliquer pourquoi brièvement. Ça vient d'un de mes potes qui a été champion du monde de Blitz, qui a mis tous ses enfants aux échecs, sauf ceux qui étaient doués. Parce que les échecs, c'est un jeu très difficile, ça prend énormément de place mentalement. Et je pense que si tu es doué, c'est bien de le faire que si tu peux être dans le top mondial. Mais il y a beaucoup trop de gens qui perdent une partie de leur adolescence à cause de ce jeu. Et comme disait un de mes coachs, Murtas, il m'a toujours dit, quand tu fais du sport pour faire du haut niveau comme du tennis ou du sport physique, tu peux un peu détruire ton corps, mais c'est pas très grave. Avec les échecs, c'est le cerveau que tu détruis en fait, en l'utilisant à haute intensité comme ça. Et je trouve que les sacrifices pour faire des échecs que tu fais faire à ton cerveau, en réalité, sont trop importants si tu as un niveau qui ne peut pas être dans le top mondial. Ça te bousille le cerveau? Ouais, je pense, ouais. Il y a des risques qui sont importants. Ouais, je le pense vraiment.
Il y a des études qui sont faites par rapport à ça, ça commence quoi? Il y a des choses qui commencent à être faites, ouais. Il n'y a pas de résultats ou quoi, mais il y a des gens qui font des études là-dessus, ouais. Ok. Parce que tu utilises quand même ton cerveau à très haute intensité et c'est compliqué de l'utiliser pour faire autre chose après. En fait, c'est ça, c'est vraiment, le tennis, au pire, tu as un problème au pied, tu pourras plus bien marcher, peut-être si ça se passe mal ou quoi. Les échecs, c'est le cerveau, et vraiment. Je me permets de t'appeler Kev, du coup, j'osais pas au début, tu me disais appelle-moi Kev, mais maintenant j'ai l'impression de te connaître un peu. Donc Kev, ça serait quoi un peu le conseil que tu donnerais pour la personne qui nous écoute, qui se reconnaît dans ton parcours et qui aurait envie d'avoir un parcours de vie un peu comme le tien? Je vais dire un truc que m'a dit mon copain Vlad, dont je t'ai parlé en Russie. Il m'a dit un truc sur moi, et c'est assez vrai. Quand tu as un parcours, et j'ai un parcours vraiment du coup atypique, c'est que j'ai l'intime conviction d'avoir raison. Vraiment. Et dans tout ce que j'ai fait, il y a plein de gens qui n'ont pas eu confiance dans ce que je faisais. Quand j'ai fait ma chaîne YouTube, quand je suis rentré de Russie, j'ai fait plein de choix qui sont vrais. Enfin, je suis parti, puis revenu, puis fait tout un tas de choses. Et j'ai pu faire un tas de choix un petit peu étranges. Mais moi, j'ai toujours pensé faire les bons choix pour moi. Et j'ai toujours pensé avoir raison par rapport à ce que je faisais dans mon parcours de vie, dans l'expérience que j'avais à faire ici. Et je me suis toujours dit que c'était mon parcours, que c'était ma voie et que j'avais juste envie de la suivre et que ça m'amènerait où ça doit m'amener. Mais j'ai toujours eu l'intime conviction que c'était le chemin que je devais faire, si tu veux, et que si ça ne suivait pas les codes, si ça suivait pas ou que si ça tournait mal ou j'en sais rien, en fait, j'ai toujours eu confiance en moi et pensé c'est ce que je dois faire, tu vois, comme ça. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a été vraiment indispensable pour finir par réussir. Et donc, il y a eu ça, et il y a le fait que, on t'en a parlé au début, mais on m'a toujours dit, gamin, que si tu travaillais, tu obtiendrais toujours ce que tu mérites au final. Je trouve que c'est moins vrai que maintenant, avec l'âge, je dirais que c'est moins vrai que ce que j'ai pensé, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent dur et qui ont des vies difficiles et qui obtiennent jamais ce qu'ils mériteraient d'obtenir par rapport au temps qui passe et à la difficulté de leur travail. Donc je pense que c'est moins vrai que ce que mes parents ont pu me dire. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, dans mon parcours, ça a toujours été une force parce que j'ai toujours pensé du coup que je faisais les choix que je devais faire et que c'était mon parcours de vie et que j'étais venu ici pour ça, tu vois, et que c'était comme ça. Et en plus, j'ai toujours eu l'intime conviction, que j'ai moins maintenant, mais que j'avais vraiment quand j'étais plus jeune, que de toute façon, si tu travailles, ça marchera toujours. Donc tu vois, la combinaison des deux, ça fait que je me suis dit, de toute façon, au bout d'un moment, la vie, c'est un marathon, puis ça finira par payer, quoi. Avoir le courage de t'écouter, de suivre ta voie et te donner les moyens de ton ambition en travaillant comme un dingue, quoi. Exactement, mieux dit. Non, tu l'as beaucoup mieux dit, mais je me permets un petit résumé. Du coup, Kevin, écoute, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était donc un épisode de Métier de rêve. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide beaucoup pour la prospérité de la chaîne.